bien, bonjour et bienvenue à cette webconférence. Alors, ce soir, nous sommes plus de 375 inscrits. Donc, c'est un des taux les plus élevés de participation à nos conférences. Donc, je voulais vous remercier d'abord pour votre fidélité et pour votre présence. Et ce soir, nous avons choisi comme thème le cancer du sein métastatique, parcours de soins et parcours de vie, car nous savons que le cancer du sein métastatique et les traitements qui sont associés peuvent impacter la qualité de vie, que ce soit la fatigue, l'état psychosocial, une certaine charge mentale. Et c'est pourquoi ce soir, nous serons entourés d'experts qui nous aideront à mieux comprendre la pathologie et à mieux vivre cette pathologie grâce à de nombreuses activités annexes qu'on appelle les soins oncologiques de support. Donc, parmi ces experts, nous avons le plaisir d'avoir le docteur Jean-Sébastien Fresnel, Virginie Brosse, Audrey Le Sieur, Corinne Petitbon, Sébastien Landry et Olivier Laplanche. Un grand merci donc à vous tous. Et moi, j'aurai le plaisir donc de co-modérer cette conférence avec Laure Guéroux Acolas, qui est directrice de Mon Réseau Cancer du Sein et qui interviendra également. Et aussi, dans la deuxième partie, avec Anne Barboni, qui est notre hôte et qui est directrice d'Odyssea, à qui je vais céder la parole très, très vite. Juste un dernier mot avant de commencer. Le docteur Debureau répondra aux questions par écrit, donc sur l'onglet questions, à la condition bien évidemment que ces questions soient d'ordre général. Il ne s'agit en aucun cas de téléconsultation. Et pour toute question relative à votre santé ou à celle d'un proche, nous vous remercions de vous rapprocher de votre équipe soignante. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne webconférence. Et donc, Anne, à toi, je te laisse la place. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce nouveau cycle de webinaires Ensemble, on est encore plus fort. Merci à l'ensemble de nos intervenants et participants. Vous êtes très nombreux, là, je vois que vous vous connectez très nombreux. On est ravis de vous retrouver. Le programme est très dense. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, il convient de ne plus renoncer quand on a un cancer du sein métastatique, que l'ensemble des intervenants va nous aider à comprendre cela. Donc, je vous souhaite à tous une très belle conférence. À très vite. Eh bien, merci beaucoup, Anne. Donc, nous allons tout de suite commencer avec l'intervention du docteur Fresnel. Donc, docteur Fresnel, vous êtes oncologue médical à l'ICO, donc l'Institut de cancérologie de l'Ouest. Et donc, je vous laisse la parole et la place aussi pour vos slides. Vous allez nous expliquer cette pathologie. Donc bonjour à toutes et à tous. Oui, exactement, je suis oncologue médical à l'ICO, qui a 2 sites à Nantes et à Angers. Moi, je suis sur le site de Nantes. Et c'est un vrai plaisir pour moi d'aborder ce sujet-là, qui est le cancer du sein métastatique, parce que déjà, c'est une problématique qui occupe nos consultations de manière très, très fréquente, et l'information n'est pas toujours assez, je dirais, répandue sur cette situation qui concerne de plus en plus de femmes, parfois des femmes jeunes. Et je crois qu'il est vraiment important d'avoir une information adaptée sur cette situation-là, parce que c'est des enjeux qui sont particuliers et que je vais essayer de vous exposer. Alors, sur mes diapositives, je ne les vois pas apparaître. Je ne sais pas. Voilà. Merci beaucoup. Donc, en fait, il va y avoir 2 parties qui est une première partie, une dizaine de minutes, mais assez rapide. C'est vraiment pour exposer le cadre. Alors, je sais qu'il y a peut-être des patientes qui nous écoutent, peut-être des aidants. Donc, j'essaierai d'aborder les choses avec des niveaux de connaissances un petit peu différents. Je pense que les patientes ont évidemment pour certaines d'entre elles, une bonne connaissance de leur maladie, mais je rappellerai des choses qui me semblent fondamentales sur qu'est-ce qu'une maladie métastatique, quels sont les enjeux, quelles sont la façon aussi dont nous, oncologues, cancérologues, on va envisager les traitements. Et puis, il y aura une deuxième partie où je crois, voilà, il y aura une question, évidemment, de réponse à vos questions sur des choses qui vous sembleraient pas claires ou des choses que vous aimeriez que l'on précise. Donc, de manière très simple, le cancer métastatique, il s'oppose au cancer qu'on va dire localisé. Et ça veut dire en fait que les cellules cancéreuses qui étaient dans un organe au départ, et pas par exemple pour le cancer du sein qui nous intéresse ce soir,
eh bien, ces cellules cancéreuses, elles ne sont pas restées que dans le sein et elles ont eu la capacité de migrer dans d'autres organes que le sein. Et ces autres organes, ben, ça peut être plein d'organes différents, comme par exemple les os, comme par exemple le foie, le poumon. Et les migrations de ces cellules cancéreuses, en fait, elles se font parfois soit par les ganglions, mais pas toujours, mais aussi par le sang. Et en fait, il y a 2 situations, qui sont, un peu différentes. Parfois, quand on découvre ce cancer du sein, eh bien, l'oncologue va aller faire un bilan et en fait, on va se rendre compte que d'emblée, en fait, les cellules cancéreuses ont déjà migré et en fait, ça va être un cancer du sein qu'on va dire d'emblée avec des métastases. Et puis la situation un petit peu différente qui est souvent la plus fréquente, c'est, le cas des patientes qui ont été traitées pour un cancer du sein il y a quelque temps, quelques années, et puis le cancer du sein était localisé à ce moment-là et malgré les traitements qui ont été mis en place, eh bien, il peut y avoir une rechute, et cette rechute, eh bien, a pu avoir lieu dans des organes différents que le sein et notamment dans les organes que je vous ai cités. Donc il y a vraiment ces 2 situations-là où, j'ai un cancer du sein, on me diagnostique un cancer du sein et d'emblée il est métastatique, ou j'ai une rechute, qui est au niveau métastatique. Alors quels sont les enjeux? Eh bien, c'est évidemment un petit peu différent, de, la, prise en charge d'un cancer du sein localisé parce que, le fait que la maladie soit allée ailleurs que dans le sein, bien va nous faire dire que c'est une maladie pour lequel on va être plutôt embarqué dans des traitements, au long cours, et qu'on va appeler une maladie chronique dans le sens où, bien, des traitements au long cours seront nécessaires. C'est la différence un petit peu avec un cancer du sein localisé où parfois on a des séquences de traitement très lourds sur un temps défini. Mais dans le cancer du sein métastatique, cette séquence de traitement, bah, elle s'envisage d'une manière vraiment, continue et qu'on va dire chronique parce que les cellules cancéreuses, qui ont été dans d'autres organes, eh bien on va nécessairement avoir besoin de mettre une pression, de maintenir une pression, pour qu'elles ne se développent pas. Le deuxième enjeu, eh bien, c'est que le fait qu'il y ait, des cellules cancéreuses dans d'autres organes, eh bien, si on les laisse se développer, parfois ça peut donner des symptômes. Et ces symptômes, ils peuvent être variables en fonction de l'organe qui a été, atteint. Ça peut être classiquement des douleurs si on a des une maladie dans les os. Ça peut être parfois des perturbations des bilans, des prises de sang si c'est dans le foie ou par exemple avec les poumons, parfois ça peut donner parfois de la toux ou des symptômes. Donc c'est pour ça que finalement, voilà, le contrôle de cette maladie, bah, il va être très important pour contrôler les symptômes et éviter, d'exposer, les patientes à des symptômes, qui peuvent être évidemment inconfortables. Et puis, voilà, comme je l'ai exposé, bah, des traitements au long cours sont nécessaires et la dernière chose, c'est qu'une surveillance est nécessaire au sens où, eh bien, heu, très souvent dans ce parcours de soins, il va y avoir des examens, répétés, des prises de sang ou des imageries, par exemple des scanners ou des choses comme ça parce qu'on sait qu'il faut qu'on garde un œil sur l'efficacité de notre traitement justement pour que les métastases, ne progressent pas ou diminuent. Et cette surveillance, eh bien, elle va être, régulière et elle va se faire, assez souvent par des imageries, des scanners réguliers, répétés, par opposition, parfois au traitement du cancer du sein, quand il est, plus localisé. Alors, si on parle des bases du traitement, hem, eh bien, il va y avoir 2 aspects. Hem, Comme je l'ai dit, la maladie, à partir du moment où elle est allée ailleurs que dans le sein, eh bien, il va falloir qu'on soit capable d'avoir un traitement qui fonctionne partout. Partout où que les, comment dirais-je? Où que les cellules cancéreuses se trouvent. Donc il faut qu'on ait un médicament qui puisse passer dans le sang et aller dans tous les organes possibles qui pourraient être atteints par la maladie. Ça, c'est le traitement général, mais parfois aussi, on va être amené à proposer des traitements locaux.
c'est par exemple, eh bien, si j'ai mal à un os parce qu'il y a une lésion dans cet os-là, eh bien, parfois la radiothérapie, elle va être proposée parce que ça va permettre de soulager la douleur et aussi de traiter la maladie. Donc, il y aura ces deux actions en même temps. Et puis une chose que je n'ai pas mis dans les bases du traitement, mais qui va être discutée tout après, bah, c'est aussi ce qui a été évoqué, c'est les soins de support. C'est-à-dire, on va lutter contre la maladie, contre les symptômes. Bien entendu, il y a la question des soins de support pour prendre en charge tous les à côté, les conséquences des traitements, les conséquences de la maladie pour diminuer au maximum ce genre de symptômes. Et puis une autre chose, c'est que le traitement, au bout d'un certain temps, parfois, il peut aussi ne plus marcher. Et dans ce concept, dans ce contexte de maladie au long cours, de maladie chronique, eh bien, on va envisager les traitements avec, au bout d'un certain temps, parfois des changements de traitement. Parce que si des cellules cancéreuses ne sont pas sensibles au traitement que l'on donne, eh bien, en changeant de traitement, on peut avoir une action. Hein, donc, c'est un petit peu ça, je dirais, les bases du traitement. Alors, quels sont nos buts? Nos buts, c'est de contrôler la maladie, c'est-à-dire, de l'empêcher d'augmenter, de la faire aussi diminuer et aussi de prolonger la durée de la vie. Dans ce sens où on ne pourra pas dire à une patiente qui a un cancer du sein métastatique, on ne pourra pas dire, voilà, c'est terminé, la maladie a complètement disparu, on peut s'arrêter. On, malheureusement, on est plus dans une stratégie où voilà, on va dire voilà, le cancer est maintenu et contenu, le traitement fonctionne, elle n'augmente plus, elle diminue, et on maintient cette situation le plus longtemps possible. Et si à un moment le traitement ne fonctionne plus, eh bien, changer de traitement. L'autre aspect, bah, c'est vivre le mieux possible parce que qui dit traitement dit aussi effet secondaire, dit impact sur la vie, sur la qualité de vie. Et donc, on doit viser aussi l'accompagnement de la qualité de vie, comment faire en sorte que les effets secondaires soient le moins importants possible et comment accompagner les patientes de ce point de vue-là. Accompagner et vivre le mieux possible, c'est aussi prévenir les complications, dans le sens où je vous ai expliqué que parfois, bah, les métastases peuvent donner des complications puisqu'elles perturbent le fonctionnement de certains organes, elles peuvent donner des douleurs. Et donc, il y a vraiment cette dimension à côté sur la prévention des complications. Alors, assez schématiquement, rapidement, euh, la façon dont on choisit les traitements. Je pense que c'est important et c'est intéressant parfois de voir comment nous, on va raisonner dans notre tête pour choisir un médicament ou un autre. Et vous savez peut-être qu'il y a vraiment à ce jour 3 grandes catégories de cancer du sein. On les classe en fait en fonction de leurs caractéristiques quand on les analyse au microscope. Il y a une grande catégorie qui est le cancer du sein qui est dépendant des hormones. C'est-à-dire que les hormones qu'on a dans le corps sont capables de nourrir finalement les cellules cancéreuses. Et ça, il y a une grande classe de traitement qui s'appelle le traitement anti-hormonal. Euh, on dit souvent hormonothérapie, c'est pas un bon mot en fait, c'est les traitements anti-hormonaux. Et ça permet de bien contrôler la maladie. C'est un axe très fort du traitement des patientes qui ont un cancer du sein dépendant des hormones. Il y a une autre partie des cancers du sein qui sont HER2+. Alors ça, c'est une classe importante. HER2, en fait, c'est quoi? Bien, on sait que les cellules cancéreuses, c'est le moyen, cette voie-là qu'elles ont pour grandir. Et il y a toute une classe de traitements anti-HER2 qui ont été mis en place et qui marchent très bien. Et donc ça, ce sera la base du traitement quand on a ce type de cancer. Et puis enfin, il y a les cancers du sein qu'on dit triple négatif. Et donc là, clairement, c'est voilà, une sous-classe qu'on connaît de mieux en mieux, pour lequel il y avait finalement des traitements pas vraiment spécialisés à part la chimiothérapie.
Et c'est une classe maintenant qui bénéficie énormément de traitements d'immunothérapie pour certaines patientes. Donc, en fait, on va raisonner en fonction de ça et c'est comme ça qu'on va proposer à une patiente un jour, peut-être de lui donner plutôt de l'hormonothérapie, peut-être de lui donner plus d'une thérapie anti-HER2. Voilà. Donc, les avancées, en fait, pour terminer, il y a de plus en plus de traitements. Il y a une accélération dans les 5 dernières années qui fait que vraiment, ça, c'est une avancée qui est majeure. Ensuite, il y a un travail de plus en plus sur essayer de ne pas, en tout cas, remplacer la chimiothérapie ou aller vers des traitements par comprimé, par voie orale, pour impacter moins la qualité de vie. Et ça, c'est important et ça, c'est une réalité. La troisième chose, c'est qu'on fait des progrès sur l'espérance de vie. C'est vrai que plus on a de traitements, plus la maladie va être contrôlée longtemps. Et donc ça, c'est une réalité. Évidemment, il y a encore des progrès à faire, mais c'est quand même une réalité. Et puis enfin, il y a des personnes qui ont une maladie contrôlée à très long terme. Voilà, je vois passer des questions sur est-ce qu'on peut être en rémission complète avec un cancer du sein métastatique. La réponse, elle est oui. Je ne vais pas dire que c'est le cas le plus fréquent, mais c'est une réalité. On a des patientes qui ont une tellement bonne réponse au traitement que l'on donne, qui font que, voilà, on a des années après une maladie qui semble parfaitement contrôlée. Et donc, ça, c'est quelque chose aussi qui est de l'ordre du possible. Et je crois que c'est important aussi à avoir à l'esprit quand on s'engage, évidemment, dans le parcours d'une maladie métastatique. Voilà un petit peu moi ce que j'avais à vous exposer aujourd'hui sur un peu je pense les enjeux, les concepts. Et donc, je suis tout à fait disposé à répondre à vos questions et j'espère que ça vous a apporté des éclairages. Merci beaucoup. Alors, je crois que Laure voulait commencer par vous poser une question. Alors, c'est vrai qu'il y a déjà pas mal de questions éventuellement très précises. Alors, on ne peut évidemment pas prendre je dirais des questions qui correspondent à une situation propre, à un dossier médical, comme on dit. Néanmoins, il y a des questions autour des différentes spécificités et aussi de l'évolution de la maladie métastatique dans le temps. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est fréquent ou pas finalement que la maladie métastatique change un peu de caractéristiques? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces phénomènes? Alors oui, merci. C'est vrai que il peut y avoir des discordances au cours du temps. C'est-à-dire, par exemple, j'ai été traité pour un cancer du sein localisé et puis j'ai une récidive et on rebiopsie la métastase, elle est un petit peu différente. On peut considérer que dans 10 à 15% des cas, il peut y avoir ces différences. Et c'est pour ça qu'on va proposer assez souvent des biopsies nouvelles. Ce n'est pas toujours faisable, ce n'est pas toujours facile, mais quand une femme, par exemple, a eu un premier cancer et qu'elle a une récidive avec des métastases, très clairement, là, il va falloir rebiopsier parce qu'il y a des discordances. Mais les traitements avançant et évoluant, en ayant de plus en plus de traitements, on va aller vers de plus en plus de rebiopsies parce que on a eu un congrès il y a pas très longtemps, il y a quelques jours à l'ASCO là, où il y a des médicaments spécifiques qui apparaissent sur des malades, des patientes qui sont HER2, mais pas forcément HER2 positive. C'est des malades qu'on va dire HER2 faibles. Et là, on voit que des médicaments marchent très bien chez ces patientes-là. Donc, clairement, comme l'impact est très fort, rebiopsier, c'est quelque chose qui sera fait de plus en plus pour essayer de traiter la maladie qui est présente au moment où elle est en face de nous. Et voilà. Et alors, pourquoi ça évolue comme ça? Eh bien, parce qu'en fait, en faisant des traitements, on sélectionne parfois, on a un impact sur la maladie et c'est ce qui explique les discordances. Je vais essayer d'être plus court dans mes réponses, peut-être. Merci beaucoup. Et alors, du coup, ça, on a très bien compris, mais est-ce que la tumeur primitive a les mêmes caractéristiques que les tumeurs métastatiques? Et est-ce que le traitement qu'on va m'administrer pour ma tumeur primitive du sein va être efficace sur une métastase hépatique ou je ne sais quoi? Alors ça, c'est une question qui nous revient très souvent parce que par exemple, si j'ai un cancer du sein avec des lésions dans le foie, je n'ai pas un cancer du foie. J'ai un cancer du sein qui est allé dans le foie. Et
les cellules cancéreuses qui sont dans le foie, quand on les regarde au microscope, elles ressemblent tout à fait aux cellules du cancer du sein. Donc, c'est pour ça que quand on va aller mettre un traitement, on ne va pas s'occuper de l'organe où il y a la métastase, mais on va s'occuper du cancer premier. Et si je donne un traitement, que ce soit un traitement anti-hormonal, que ce soit une chimiothérapie, eh bien, ça doit fonctionner à la fois si c'est dans le sang, si c'est dans les os, si c'est dans le sein, si c'est dans les poumons. Parfait, merci beaucoup. Laure. On a une question dans le fil qui dit je réponds très bien. Les métastases ont disparu au téléphone. Est-ce qu'on peut espérer, quand on a des bons tours de réponse, des pauses thérapeutiques, même des arrêts de traitement, des rémissions dans le cancer métastatique? Alors, c'est quelque chose, par exemple, si on prend la question des cancers du sein HER2 positifs, on a des patientes qui sont traitées de manière chronique pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, et on les fait revenir à l'hôpital pour faire les perfusions d'Herceptine ou de pertuzumab. Et on a un certain nombre de patientes finalement où c'est vrai que les examens sont tout à fait normaux. Donc, généralement, on a tendance à essayer de continuer le traitement, parfois de l'alléger, mais c'est vrai que la communauté médicale, elle se pose des questions sur que faire de ces patientes finalement qui 5, 6, 7 ans, 8 ans après n'ont aucun signe de la maladie, et on se pose des questions d'arrêter le traitement. Après, je pense que c'est une discussion avec la patiente parce que clairement, on n'a pas forcément des réponses scientifiques toutes faites. Mais c'est vrai qu'on est tenté, en tout cas chez des patientes qui sont 5 ans, 10 ans après, sans aucun signe de la maladie, on est tenté de discuter éventuellement d'arrêt ou de pause. Mais c'est vraiment une discussion au cas par cas. Merci beaucoup. Donc, on voit que les traitements, et c'est un message que vous avanciez, que les traitements sont de plus en plus efficaces et qui permettent même de parler de notions de rémission, etc. On avait des questions sur le fil, à partir de combien de temps peut-on parler de rémission? Vous allez peut-être nous répondre, mais vous rentrez justement du congrès international. Il y a pas mal de questions aussi sur des nouvelles thérapies. Est-ce qu'il y a des perspectives qui peuvent arriver à pas trop long terme? Alors, oui, clairement, enfin, sur la question, par exemple, du cancer du sein hormonodépendant, il y a eu énormément de progrès qui ont été faits avec des traitements par voie orale, ce qu'on appelle les inhibiteurs de cycline, qui ont vraiment changé l'histoire de cette maladie. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, et les nouvelles hormonothérapies sont en cours de développement. On gagne à chaque fois un petit peu de terrain. Je crois que si on veut résumer sur 2 avancées, il y a la question du traitement de l'immunothérapie dans les cancers du sein triple négatifs. C'est vrai, maintenant, on les utilise de façon de plus en plus précoce et aussi en situation métastatique. Après, sur la question des nouvelles thérapies, il y a une grande classe qu'on appelle, je donne le nom parce que vous le verrez arriver, ça s'appelle les anticorps drogues conjugués. Et donc, ces médicaments-là, c'est une nouvelle forme de chimiothérapie qui est finalement plus ciblée. Et on se rend compte qu'elle a l'air de fonctionner dans des types de cancers un peu variés, à la fois les cancers du sein dépendants des hormones, à la fois les cancers du sein triple négatifs, à la fois dans les cancers du sein HER2+. Donc, voilà, une des grandes perspectives, je pense, qui va nous occuper dans les mois à venir, c'est la question des anticorps drogues conjugués et de cette nouvelle forme de chimiothérapie plus ciblée et qui, voilà, on va avoir probablement des accès précoces on va dire, dans les mois à venir. Parfait, merci. Laure, une dernière question, s'il te plaît. Peut-être que justement, on ne pourra pas répondre à toutes les questions très spécifiques des patients. Et peut-être vous pouvez nous dire où retrouver finalement de l'information spécifique sur ces différents types de traitements, sur la recherche clinique. Vous voyez, quand est-ce qu'on peut et vers qui se tourner quand on a besoin de réponses bien particulières sur ces maladies métastatiques? Alors,
Voilà, je pense qu'il y a deux aspects. Déjà, clairement, votre oncologue, les centres dans lesquels vous êtes traité, ça reste évidemment les personnes vers lesquelles il faut se retourner quand vous avez des questions, notamment sur les essais cliniques. Après, il y a la question évidemment des patientes. On a vu tout le travail fait sur la maladie triple négatif, les triplettes et autres. Je pense qu'ils font des efforts aussi de manière importante sur essayer de colliger les essais cliniques. Donc, moi, c'est vraiment, voilà, retournez-vous vers votre oncologue sur la question des essais thérapeutiques. C'est une discussion qu'il faut avoir, je dirais, à chaque fois. Et on essaie toujours, quand on a un essai clinique disponible, de le proposer à la patiente ou de référer à des centres qui les ont. Et puis, c'est vrai que les associations de patientes se sont quand même beaucoup mobilisées pour essayer de faire circuler l'information. Et je pense que c'est aussi un relais qui permet de démultiplier un peu la transmission de l'information. Alors, docteur Fresnel, merci infiniment pour la clarté. On vous écouterait toute la soirée. Malheureusement, on est un peu pris par le temps. On va faire une transition vers tout ce qui est soins oncologiques de support, donc qui sont vraiment en complémentarité des soins oncologiques, donc que vous administrez aux patients. Et si vous permettez, j'aimerais bien qu'on fasse un point là-dessus, parce qu'il y a plein de questions justement sur les naturopathes, etc., qui ne font pas partie, si je ne me trompe pas, des soins oncologiques de support. Et je pense que pour notre auditoire, c'est important justement de bien redéfinir ce que sont les soins oncologiques de support, ce qui n'en sont pas et comment les utiliser. Alors, sur les soins oncologiques de support, qu'est-ce que c'est pour moi? C'est un certain nombre de soins à côté qui peuvent, je dirais, relever un petit peu à la fois du bien-être physique et psychique. Ça peut passer par l'activité physique adaptée, ça peut passer par le soutien nutritionnel, ça peut passer par la prise en charge psychosociale, la sexologie, enfin voilà. Donc tout ça, c'est des choses qui sont pour moi des soins de support. Après, sur la question des aides, finalement, clairement, la naturopathie, enfin voilà. Là, c'est vrai qu'on est dans des zones un petit peu plus compliquées. Chaque patient a ses ressources personnelles, des choses sur lesquelles il s'appuie aussi pour, je dirais, pouvoir affronter ces choses-là. Moi, ce que je vais dire, c'est deux choses. C'est à l'entrée de ma salle de consultation, il y a une affiche qui dit attention, si vous prenez des plantes, parlez-en à votre médecin. Donc, je pense que c'est la première chose à faire, c'est d'en parler avec son médecin sur tout ce que vous pouvez prendre et les à côté. Et dites-le si vous avez recours finalement à des thérapies que nous, on va dire alternatives, parce que je pense que c'est très important qu'on le sache pour comprendre parfois. Il peut y avoir des interactions, il peut y avoir des problématiques médicamenteuses. Donc, je pense que le premier truc, c'est déjà d'en parler à son médecin. Et puis après, on n'a pas tous les mêmes ressources. Dans le centre où je travaille, on a une pharmacienne, nous, qui est formée à la phytothérapie, donc elle nous aide beaucoup à dire ça plutôt oui, plutôt pas, mais je pense qu'il faut se méfier des discours tout faits qui disent voilà, moi je vais vous aider avec ce traitement là en plus qui est forcément bon, qui détoxifie le foie mais qui n'a pas d'effet secondaire. Je pense qu'il y a une prudence à avoir parce que ça n'existe pas les choses qui ne sont que je dirais que favorables. Donc voilà, c'est une discussion à avoir avec le médecin et parlez-en ouvertement, je pense. Merci infiniment. Je pense que c'était un point important. Et donc, on l'a vu avec la prolongation et l'efficacité de ces traitements, les soins de support sont de plus en plus importants. Et c'est pour ça que nous allons rentrer dans la seconde partie qui est parcours de vie, justement, comment ne pas renoncer à tous ces plaisirs de vie. Et donc, je vais continuer à modérer avec Laure une partie de cette partie. Et en attendant, nous allons accueillir donc Virginie Brosse, qui est directrice des relations scientifiques et des partenariats dans le laboratoire Pfizer. Bonjour, Madame Brosse. Bonjour, bonjour à tous. En tout cas, je suis ravie d'être présente avec vous pour ce webinaire. Et Pfizer, en tant que représentante de Pfizer, nous sommes également ravis aussi de pouvoir soutenir les actions d'Odyssea, et ce pour la 4e année consécutive. Alors, quelques mots peut-être sur Pfizer. Alors, c'est vrai qu'en tant qu'entreprise du médicament, notre mission première, c'est effectivement de développer, de mettre à disposition
des nouveaux traitements, des traitements innovants, et notamment dans le cancer du sein métastatique. Et c'est grâce aussi à ces traitements, tels que les inhibiteurs de cycline, dont le docteur Fresnel a parlé tout à l'heure, associés à l'hormonothérapie, qu'il est désormais aujourd'hui possible de contrôler la maladie dans le temps, et bien sûr sur certaines formes de cancer du sein métastatique. Au-delà de ces missions, on dira que depuis une dizaine d'années, eh bien, effectivement, on œuvre aussi à mettre en place une démarche d'innovation plutôt globale. C'est-à-dire que oui, on a parlé du médicament et c'est important, mais on œuvre aussi à développer de l'innovation autour de la prise en soin et de l'accompagnement aussi de ces patients ou patientes. Et pour nous, finalement, cette alliance de la thérapeutique et de cette prise en soin, elle est aujourd'hui indispensable et indissociable pour préserver la qualité de vie des patients. Et cette approche-là, elle s'incarne à travers un programme que l'on a développé donc, il y a 10 ans qui s'appelle Pacte Onco, donc pour la personnalisation de l'accompagnement des patients en oncologie. Depuis 2015, et pour être en résonance vraiment avec les besoins des patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique, eh bien, on a développé une démarche qui s'appelle Synchrone. Donc, c'est une démarche qui a été initiée, certes, par Pfizer, mais en s'entourant en fait de l'ensemble des parties prenantes, qu'elles soient associations de patientes, patients ou professionnels de santé. Et l'objectif a été vraiment de comprendre les besoins pour pouvoir agir de façon adaptée afin d'améliorer justement le parcours de soins et le parcours de vie de ces patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique. Alors, depuis 2015, eh bien, c'est différentes initiatives qui ont pu être soutenues à l'échelle nationale, mais aussi au niveau local, afin de permettre à des patientes, par exemple, d'accéder à des soins, à des ateliers de soins de support, mais aussi à des groupes de parole. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toute cette démarche, elle n'est pas pensée et réalisée par Pfizer dans son coin. Elle est, je dirais, dans une approche qui est de co-construction avec les associations de patients, avec les patientes elles-mêmes parfois, et aussi avec les professionnels de santé. L'objectif étant bien de développer des approches, des outils qui soient réellement en écho et qui fassent une réponse adaptée aux attentes de ces patientes. Alors, dans cette philosophie, on travaille beaucoup avec les associations du collectif 1310, dont Laure fait partie. Et effectivement, le collectif nous accompagne notamment dans le développement d'outils d'information à destination des patientes, tels que le livret « Apprendre à vivre avec un cancer du sein métastatique », et qui est aujourd'hui disponible sur notre site pactonco.fr. Et je pense que vous pourrez retrouver les petites coordonnées dans le chat tout à l'heure. En tout cas, vous l'aurez compris, pour mieux accompagner ces patientes, il semble essentiel, en tout cas pour nous, de comprendre leurs besoins, leurs attentes, et ce, en étudiant finalement tout cela selon les différentes étapes du parcours de soins et du parcours de vie de ces patientes. Et c'est pour ça qu'on a réitéré une nouvelle enquête, Réalité 2 cette fois-ci, qui a été bien sûr développée avec l'appui d'un comité scientifique composé bien sûr de médecins, mais aussi de représentants d'associations de patients, et qui a permis de faire un nouvel état des lieux de la prise en charge et de la qualité de vie de ces patientes, et qui vient mettre en lumière finalement l'impact de la maladie, mais aussi des traitements associés sur le quotidien de ces patientes. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Laure, qui va vous en dévoiler les principaux résultats. Merci Laure. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cet échange et cette webconférence organisée par Odyssea. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter les résultats de l'enquête Réalité 2. Alors, en quelques mots, d'où je viens, je suis donc la fondatrice de Mon Réseau Cancer du Sein. Notre réseau social, en fait, a depuis maintenant plusieurs années un groupe, les Méta, dans lequel les patients touchés par un cancer du sein métastatique peuvent échanger. Et c'est en échangeant avec d'autres associations de patients, Europadona, Juris Santé, Life is Rose, que nous avons créé le collectif 1310, qui s'est élargi avec Vivre comme avant, BRCA France, Étincelle, et tout récemment l'association OSE et l'association des triplettes.
Donc, ce qui est important de rappeler, c'est que le cancer du sein métastatique, c'est quand même une maladie qui impacte considérablement les patientes en termes de qualité de vie. Et donc, l'autre point, c'est qu'il y a peu de travaux qui s'intéressent au vécu de ces patientes. Et c'est l'intérêt de cette démarche de l'enquête Réalité 2, dont je fais partie donc, dans le comité scientifique avec Dominique Debier d'Europadonna. L'idée de cette enquête, c'était d'avoir une bonne compréhension à la fois de l'impact de la maladie et de la prise en charge pour finalement mieux accompagner les patientes. Et on peut souligner aussi l'intérêt de ce travail on a 5 ans de recul, on peut voir dans Réalité 2, donc des progressions, des évolutions qui montrent en fait l'importance de tous ces travaux et de toute cette communication qui est faite sur le cancer du sein métastatique. Alors, quelques mots sur la méthodologie de l'enquête Réalité 2. C'est une véritable enquête miroir, c'est-à-dire que les médecins oncologues qui ont participé à l'enquête ont aussi été les médecins qui ont recruté les patients. Donc, il y a un lien entre les patientes et les médecins et c'est donc très important de bien le noter puisque c'est par exemple différent des enquêtes qu'on a pu mener avec le collectif 1310 où ce sont des groupes tout à fait séparés. Alors, qu'est-ce qu'on a pu voir dans l'enquête Réalité 2 ? Déjà, c'est une amélioration sensible du niveau de connaissance des patientes quant à la maladie métastatique. On voit que finalement, on a des patientes qui sont plus au courant de la composante métastatique, c'est-à-dire que les mots sont dits dès l'annonce. Voilà, il y a des métastases, la maladie est métastatique, on explique ce que c'est. Et ça, c'est très important pour les personnes d'avoir une vision claire finalement de cette maladie qui, du coup, est dans un contexte très différent d'un cancer localisé. Le fait d'en parler mieux, ça permet aussi aux patientes d'en parler plus facilement autour d'elles. Et donc là, on voit qu'on est passé de 57% à 71% des patientes qui sont plus à l'aise pour parler de leur maladie avec leur entourage. Et là aussi, ça participe à sensibiliser et à se sentir probablement mieux accompagnées dans ce vécu. Un point de vigilance pour nous, les associations, c'est que même si on progresse de 0 à 8%, on montre bien qu'il y a un grand déficit de connaissance des associations et de ce qu'elles peuvent apporter aux personnes qui sont donc avec une maladie métastatique. Alors, la consultation d'annonce, là aussi, on voit une amélioration. Alors, déjà, le temps consacré est sensiblement plus long qu'une consultation de suivi habituelle. Ce qui est à noter aussi, c'est qu'il y a surtout la possibilité pour ces patientes de se sentir plus à l'aise pour être écoutées, pour poser leurs questions. Donc, un échange qui s'est amélioré dans le temps. À noter également qu'on avait souligné avec le collectif 1310 de plus en plus, et c'est d'ailleurs une recommandation qui était liée à notre enquête, ce temps d'annonce, il peut se faire aussi en 2 temps avec la consultation avec le médecin oncologue et si possible, donc une reprise de cette annonce et du plan de traitement avec l'infirmière avec qui on va pouvoir échanger, reprendre ces questions un petit peu plus à distance. Et évidemment, les patientes continuent à chercher et à trouver de l'information sur différents types de supports, comme des brochures d'information qui sont extrêmement importantes, et puis bien sûr Internet et les échanges possibles avec les associations de patientes qui sont utiles quand on les connaît. Alors, la maladie métastatique, c'est une maladie qui impacte le quotidien et qui impacte finalement aussi tous les champs de la vie. C'est pour ça que cette vision globale est importante. On voit que en 2021, les patientes sont toujours largement impactées par ce cancer du sein métastatique, à la fois dans leur forme physique, mais aussi dans leurs activités du quotidien, les activités domestiques, le travail, un impact psychologique et social qui est important et également, ça ressort beaucoup le fait d'avoir des difficultés à pouvoir refaire des projets ou maintenir ses projets de vie, projets professionnels.
Et les patientes décrivent aussi beaucoup ce qu'elles appellent une charge mentale, c'est-à-dire cette notion d'être envahie, que la maladie ne vous quitte pas, qu'on y pense tous les jours. Et ça, c'est un élément complexe à accompagner. Et on voit également, si vous voulez, les effets indésirables du quotidien, enfin tout ce qu'on ressent à cause de ce poids des traitements et de la maladie. Donc la fatigue, tout ce qui va être autour de la peau, des pertes des cheveux, donc l'inconfort, on va dire, du corps, l'impact aussi au niveau confort avec les bouffées de chaleur, les sécheresses vaginales, pour certaines avec des effets indésirables type de diarrhée. Donc on voit qu'il y a quand même tout un champ de réalité physique, de ressenti des traitements qu'il faut continuer à mieux accompagner. Alors, ce qui est notable aussi dans l'enquête Réalité 2, c'est une progression du recours aux soins de support. Ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on souligne l'importance de refaire finalement un bilan, de reparler des soins de support aux patientes quand elles sont donc avec une maladie métastatique, parce qu'on n'a pas forcément conscience de ce qui est possible ou spécifique dans cette prise en charge. Et puis, on peut aussi les solliciter à tout moment. Donc, on voit une amélioration du recours, et c'est notable que si les patientes n'ont pas bénéficié de soins de support, c'est aussi parce que à 64%, les médecins n'en avaient pas parlé. Et ça nous paraît essentiel aussi de resensibiliser les soignants pour qu'ils reparlent des soins de support à toutes leurs patientes qui rentrent dans un traitement pour une maladie métastatique. Voilà, écoutez, on va pouvoir poursuivre cette rencontre avec justement des échanges avec des spécialistes qui sont là ce soir sur différents champs de ces fameux soins de support avec le soutien psychologique, l'activité physique adaptée, la sexologie, etc. Alors, justement, on avait… Alors, Oui, dis-moi alors. Alors, juste, est-ce que vous pouvez rajouter dans les liens, ça fait partie des associations du collectif 1310, mais il y a pas mal de questions autour du retour au travail là. Et du coup, il y a notamment Juris Santé aussi qui accompagne spécifiquement, qui peut répondre à des questions particulières et qui a mis en place un coaching particulier pour les personnes qui vivent avec un cancer du sein métastatique, quel que soit le lieu de vie en France, hein, c'est à distance. Et voilà, ça peut véritablement aider sur des questions plus juridiques, plus travail, plus droit, mais aussi voilà, comment éventuellement faire évoluer son projet si nécessaire. Eh ben, merci beaucoup Laure, et surtout ça nous fait une super transition donc avec nos deux prochaines oratrices qui sont Audrey Le Sieur et Corinne Petitbon. Donc Audrey Le Sieur, vous êtes psycho-oncologue et responsable du pôle santé et de la Maison des Trois Arches de Poissy. Donc vous allez pouvoir justement nous parler de toute cette prise en charge psychologique. Et Corinne Petellier-Bon, vous êtes assistante sociale, vous encadrez une équipe de 20 assistants sociaux à la Fondation Santé Service. Donc, c'est une très vieille association qui a commencé comme activité principale l'hospitalisation à domicile. Et je sais que vous êtes également au conseil d'administration de l'association nationale JAD, les jeunes aidants ensemble. Et c'est important aussi parce que quand on a un cancer du sein, on peut être aidé également par ses enfants, etc. Donc, c'est important de trouver du soutien pour ces aidants. Donc, on va vous mettre également le lien de Jade sur le chat. Donc, je vous laisse la parole, Madame Le Sieur et Madame Petitbon. Alors, Madame Le Sieur, vous avez des slides. On va vous les mettre. Peut-être, voilà, super. Bonsoir, merci beaucoup de m'accueillir pour échanger sur ce sujet essentiel du parcours particulier et de l'accompagnement des cancers du sein métastatique. Donc, on va dérouler notre intervention en deux parties avec Corinne, moi plus sur les aspects psychologiques et Corinne Petitbon davantage sur les aspects sociaux. Pour commencer, je me permets de rebondir sur une slide qui a été présentée par Laure à l'instant, qui met en évidence sur cette dernière étude l'impact toujours aussi important de la maladie et des traitements sur la qualité de vie, malgré de nettes améliorations qu'on a pu souligner
souligné. Et puis, des retentissements psychologiques et sociaux pour près d'un quart des personnes interrogées. Je souligne aussi la question de la problématique de la réalisation des projets pour 9% d'entre elles et peut-être aussi probablement de la difficulté à initier ces projets et pas uniquement à les réaliser. Évidemment, je ne vais pas faire un panorama exhaustif de toutes les répercussions psychologiques au cours d'un cancer du sein métastatique, parce que de l'optimisme à la résignation jusqu'à l'anxiété, l'impact et les réactions sont toujours très singulières. Elles sont très variables selon la personnalité de chacune, l'histoire, les situations au moment de l'annonce aussi, hein, quand on est dans des contextes d'emblée métastatiques ou dans un cadre de rechute, les types de traitements et les effets secondaires. Et puis surtout, et on l'a bien compris aussi déjà en écoutant les intervenants précédents, elles sont particulièrement fluctuantes aussi selon les moments et les évolutions de la maladie et des traitements. Un point quand même qu'on peut souligner, c'est le moment de l'annonce. Cette annonce, elle est souvent vécue comme un coup de tonnerre dans l'existence, un choc. Elle est souvent vécue d'ailleurs comme l'étape la plus douloureuse à vivre devant l'attente des résultats et l'évolution de la maladie. Parmi les études qui ont été faites, ça a pu souligner ça. Et puis, évidemment, le mot métastase fait peur, il fait peur pour soi, il peut engendrer des angoisses majeures concernant le présent comme l'avenir, mais c'est aussi un mot qui fait peur pour l'entourage et qui peut rendre la communication du coup difficile avec des réactions parfois un peu compliquées de l'entourage. D'une manière générale, l'annonce d'un cancer du sein métastatique est un bouleversement qui vient modifier l'idée qu'on se fait de son existence, donc qui vient toucher aussi peut-être à toute une base identitaire et à tous les projets qu'on pouvait avoir, parce que ce rapport au temps est décrit comme très souvent impacté du fait de la dimension de la chronicité du cancer qui vient régulièrement générer ou majorer des vécus d'incertitude, des vécus de menaces et qui s'accompagne souvent d'une difficulté à se projeter ou en tout cas, peut-être d'une difficulté à se projeter dans le long terme. Dans les situations de rechute, c'est aussi être confronté à cette peur qu'on a redoutée, qu'on a essayé de mettre à distance, parfois pendant des mois ou des années, et qui vient prendre forme. Alors, l'enjeu, c'est plus peut-être de penser l'après-cancer, mais de redéfinir une vie avec le cancer et de s'adapter, de s'ajuster à ces nouvelles réalités. Souvent aussi, au moment de l'annonce, alors c'est le cas pas uniquement dans les contextes de cancer du sein métastatique, mais on est aussi dans une recherche de sens, le pourquoi moi, pourquoi maintenant, avec des sentiments d'injustice qui peuvent être associés. Il me semble important de savoir qu'on peut être aidé ou rassuré si besoin pour désamorcer un sentiment qu'on voit parfois émerger lors des annonces de cancer du sein métastatique, un espèce de sentiment de culpabilité qui peut naître avec l'idée peut-être de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour éviter l'apparition des métastases. Il me semble absolument fondamental de pouvoir l'évoquer et en parler. Et dans cette course d'endurance, cette maladie sur le long terme, il va s'agir de mobiliser ou de remobiliser les ressources qui vont permettre de s'ajuster à ces nouvelles réalités. Dans ce parcours de vie, les patientes évoquent souvent une souffrance psychique importante. Alors, le collectif 1310 avait fait une étude en 2020 qui montrait des retentissements émotionnels, une souffrance psychique pour 59% des patientes et une dégradation de l'état psychologique pour plus d'un tiers d'entre elles. On sent que c'est quand même des chiffres très importants. Évidemment, ce vécu de la maladie peut être angoissant, fluctuant, avec des vagues émotionnelles selon les épisodes et selon les évolutions. La question dont Laure parlait tout à l'heure, qu'est-ce qui va se passer demain, les enjeux des examens, des changements de traitement, et puis comment on s'adapte entre ces phases de stabilisation et puis des moments où on peut se sentir rattrapé par un sentiment d'urgence et le besoin de réponse rapide. On y reviendra tout à l'heure. Donc c'est une adaptation constante. Ça prend de l'énergie de s'adapter constamment. Et parmi aussi les difficultés qui sont fréquemment évoquées par les femmes atteintes d'un cancer du sein métastatique, ce sont les limites dans les activités. L'idée de plus pouvoir faire ce qu'elles veulent ou de plus pouvoir l'envisager ou peut-être de ne plus oser l'envisager. Sébastien Landry en parlera tout à l'heure, mais c'est aussi toute la question de la modification du rapport au corps, à l'intime, et puis une perturbation de l'image de soi d'autant plus difficile que la maladie n'est pas toujours visible. J'ai vu tout à l'heure dans les commentaires l'importance de cette question de l'invisibilité de cette maladie, avec le besoin d'une reconnaissance spécifique qui n'est pas toujours entendue. Alors parfois, dans les relations, ça peut entraîner un sentiment d'incompréhension, de solitude, qui peut même entraîner un repli, même si les résultats présentés par Laure tout à l'heure indiquent que les femmes communiquent davantage avec leur entourage.
Et puis un point qui est très souvent souligné aussi, c'est la question de la charge mentale. Alors la charge mentale, c'est quoi? C'est de devoir penser simultanément à des choses qui appartiennent à des mondes ou à des domaines séparés. Dans le cas du cancer du sein métastatique, c'est penser en permanence à la gestion de la maladie, des traitements, des effets secondaires, mais aussi à la gestion du quotidien. C'est aussi de rester impliqué dans la vie familiale, dans les contraintes logistiques, les dynamiques professionnelles, les liens affectifs, malgré les effets de la maladie et de la fatigue, par exemple. Donc, c'est des enjeux importants de continuer à s'inscrire dans le quotidien et les projets, de trouver comment maintenir un équilibre qui intègre ces nouveaux repères, de garder des perspectives malgré les incertitudes, qui transforment parfois l'existence aussi en redéfinissant les priorités. Ce qui me semble important, et je vais revenir là-dessus, c'est aussi de pouvoir s'autoriser ces fluctuations émotionnelles qui sont incontournables au cours de ce parcours de vie. Les besoins et les ressources ont été étudier aussi, alors les besoins exprimés par les patientes, c'est souvent le besoin d'information, à la fois sur le contenu de l'information et sur la manière d'informer. Ça, on l'entend très régulièrement. Et puis, au moment de l'annonce et durant tout le parcours de soins. C'est aussi, on l'a vu à l'instant, la reconnaissance par le grand public des problématiques spécifiques liées au cancer du sein métastatique qui sont peut-être pas encore suffisamment connues, même si on s'y emploie comme ce soir. Et puis, c'est le besoin de soutien au quotidien, le soutien relationnel, le soutien psychologique, mais aussi le soutien logistique, avec le besoin de pouvoir déléguer régulièrement certaines choses. Et puis, c'est s'autoriser aussi des temps de répit, et ça, c'est pas toujours facile. Et évidemment aussi les besoins d'écoute, de partage d'expérience, et comme ça a été évidemment déjà évoqué, l'accès à des ateliers de soins de support, et en particulier de soins de support en ville. Alors, quelles sont les ressources pour répondre à ces besoins? D'une part, les ressources personnelles qu'il est important de pouvoir identifier. Qu'est-ce qui est aidant pour moi? Qu'est-ce qui soutient mes plaisirs, mes investissements personnels? Qu'est-ce qui m'apaise? Tout le monde n'a pas la même boîte à outils, j'aurais envie de dire, par rapport à ses propres ressources. C'est aussi d'apprendre à respecter son propre temps, son propre rythme, ses bons moments, y compris les moments qu'on va choisir dans la manière dont on va informer ses proches, parce que ça peut être aussi des moments délicats. C'est apprendre parfois à exprimer ses besoins, à demander du soutien, à écouter ses limites, parfois à savoir dire non aussi, sans s'obliger à vouloir faire bonne figure. J'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, on parle des soins de support, de tous ces espaces qui sont dédiés aux personnes atteintes de cancer, mais c'est aussi peut-être de ne pas renoncer à tous ces espaces de vie qui ne sont pas spécifiquement associés au cancer, et repérer et exprimer ces moments de détresse et pouvoir demander de l'aide. Et puis les ressources extérieures, on voit qu'elles sont de plus en plus multiples et heureusement. Alors c'est important pour chaque personne de pouvoir identifier les personnes ressources et les interlocuteurs privilégiés. Il y a évidemment le soutien de l'entourage, familial, amical, professionnel. Parfois, c'est complexe aussi parce que les proches peuvent être eux-mêmes assez démunis, avec une charge émotionnelle importante, de l'angoisse, le besoin de se protéger, parfois des phrases maladroites. Et parfois aussi, on se retrouve dans des contextes où il y a une espèce de protection émotionnelle mutuelle, où la personne malade ne veut pas charger son entourage émotionnellement et inversement. Parfois aussi, les questions qu'on peut avoir, c'est autour de la communication avec les enfants, comment je peux en parler avec eux. Les ressources extérieures, c'est bien évidemment aussi les liens avec l'équipe de soins. Il est important de pouvoir identifier les interlocuteurs à l'hôpital, mais aussi en ville. Le contact avec les associations, donc vous avez maintenant plein de liens vers des associations existantes. Et puis, les soins de support et les professionnels de soins de support qui pourront vous aider, dont on entendra parler tout à l'heure. Parmi ceux-là, évidemment, toute la question du suivi psychologique est importante. C'est le comment vivre avec, comment continuer à se projeter, comment définir ses nouveaux repères, comment garder ses investissements de vie. Parfois, c'est compliqué, on a du mal à en parler parce qu'on a peur d'inquiéter son entourage ou on a la volonté de se montrer forte. Alors, ce que j'aurais envie de dire déjà, de façon très forte, c'est attention aux injonctions à garder le moral qui sont parfois un petit peu culpabilisantes. On sait que l'état émotionnel peut être fluctuant et c'est important de pouvoir se l'autoriser sans culpabilité. Les émotions, les ressentis sont légitimes et il n'existe pas de bonne manière de réagir, chacun fait comme il peut. Donc,
pouvoir être à l'écoute de soi sans vouloir faire systématiquement bonne figure, et puis savoir aussi que le soutien psychologique existe, que le besoin de soutien psychologique n'est pas toujours immédiat. Comme le disait Laure tout à l'heure, parfois c'est important aussi de savoir ce qui existe pour pouvoir le solliciter plus tard. C'est valable pour le soutien psychologique comme pour l'ensemble des soins de support. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la détresse psychologique peut affecter la prise en charge de la maladie par bien des aspects, et qu'il peut être important quand même de bénéficier de ce soutien dès lors qu'on est confronté à de la détresse psychologique, anxiété, angoisse, dépression, des troubles cognitifs, troubles du sommeil. J'en passe évidemment, et puis vous entendrez parler tout à l'heure aussi des questions autour de la sexualité. Pour autant, on observe que le recours est encore très limité aux professionnels de soins psychiques. Alors, professionnels de soins psychiques, ça intègre les psychologues, mais aussi les psychiatres, avec des équipes qui sont parfois dédiées dans les structures de soins. On peut donc consulter dans les moments de détresse psychologique, mais aussi pour être soutenu dans d'autres moments, dans des moments d'annonce, pour s'adapter à ces réalités, pour évoquer parfois les enjeux familiaux, la communication avec les enfants, dénouer des situations, et puis pour disposer d'un espace neutre d'expression aussi de ce qu'on traverse, et pour parler aussi de la place qu'occupe la maladie dans cette nouvelle dynamique de vie. Et puis aussi, le soutien psychologique n'est pas forcément un suivi au long cours. Parfois, quelques consultations vont permettre d'être accompagné. Où peut-on trouver du soutien psychologique? Évidemment, dans les lieux de soins. Il existe des psychologues ou des équipes de psycho-oncologie dédiées. Aussi dans les structures extra-hospitalières. Il existe des centres de soins de support. Je suis directrice de la Maison Les Trois Arches, qui est un centre qui a ouvert l'année dernière dans les Yvelines, à Poissy, et qui propose tout un accompagnement de soins de support, dont l'accompagnement psychologique, par les associations, les professionnels de ville. Et puis, il y a différentes modalités aussi de soutien psychologique, tout ce qui concerne évidemment l'individuel, les consultations individuelles, mais aussi tous les groupes de parole. Et puis, depuis quelques temps, on voit se développer aussi des groupes en ligne dédiés sur ces situations spécifiques. Comme le disait Laure tout à l'heure, peut-être qu'un point qui est fondamental, qui est nécessaire, c'est de ne pas rester isolé, et surtout de ne pas rester isolé dans sa détresse. Et puis vous dire aussi, pour terminer, avant de passer la parole à Corinne, que cet accompagnement, il est aussi important pour les proches et les aidants qui sont eux aussi régulièrement confrontés à ces réalités de la maladie et des répercussions psychologiques. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Corinne, c'est à vous. On vous laisse. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc, je suis Corinne Petitbon, assistante sociale de métier et donc cadre social en hospitalisation à domicile. Moi, je voulais dire déjà sur le plan social que les questions sont souvent nombreuses et qu'elles doivent être nombreuses parce que ça permet aux patients de faire le point sur leur situation actuelle et leur situation future dans tous les domaines de la vie. Il ne faut surtout pas renoncer à ses habitudes et à ses projets, sauf avis médical contraire, j'ai envie de dire. Mais là, c'est à discuter avec le médecin hospitalier et le médecin traitant. Il est essentiel d'être accompagné dès le début de la prise en charge médicale et tout au long du parcours de soins, peut-être à différentes étapes en fonction des besoins de la personne. Quand on vit cette situation, le soutien permet ainsi de balayer tous les champs de la vie quotidienne. Ça permet de déterminer les besoins, les priorités, définir un plan d'action personnalisé, anticiper les risques, se préparer à son rythme et ajuster l'aide selon l'évolution de la situation. L'accompagnement social consiste d'abord et avant tout à évaluer avant d'informer, évaluer, écouter, orienter les échanges en fonction de la situation personnelle. C'est vraiment un entretien très individualisé en fonction du statut de la personne, en fonction justement de sa situation professionnelle, en fonction de sa situation familiale, qui permet justement d'échanger et de rechercher les solutions les plus adaptées. Ce qui est rassurant pour la personne, c'est de faire justement le point sur sa propre situation. On a parfois, la patiente a parfois les réponses, mais elle a besoin d'être rassurée et d'avoir un éclairage professionnel.
Pour l'assistante sociale, ça permet de mieux connaître la patiente, de mieux la comprendre, de mieux identifier le besoin. Les domaines d'intervention de l'assistante sociale sont multiples. La maladie bouscule parfois l'équilibre social, familial, professionnel de la personne. Donc, la préservation de la qualité de vie est un objectif prioritaire. Cela contribue à la qualité des soins. Ça va avoir un véritable impact aussi sur les soins. L'assistante sociale peut donc soutenir la personne lorsqu'elle rencontre des difficultés ou qu'elle a seulement un questionnement sur ce qu'elle traverse. Donc, les questions sur le maintien à domicile ou non de l'activité professionnelle, l'aménagement du temps de travail vont pouvoir être abordés. L'arrêt de travail, les indemnités journalières, l'invalidité, les droits administratifs, la sécurité sociale, la CAF, les impôts. On sait combien c'est compliqué de se repérer dans tous ces méandres administratifs. L'accès aux soins, ce qui est remboursé, ce qui ne l'est pas, ce qui relève de la mutuelle, ce qui reste à charge et les aides financières possibles. Les aides à domicile et le financement, aider à déterminer les besoins aussi en ce qui concerne l'aide à domicile, c'est-à-dire quel type d'aide à domicile on a besoin. Est-ce que c'est plutôt de l'aide à l'environnement, du ménage, ou est-ce que c'est plutôt être accompagné et plutôt de l'aide à la personne? On va aussi aborder le budget, les frais supplémentaires, la baisse de revenus, l'adaptation du logement, les dispositifs existants, les souhaits. Alors ça, j'insiste, c'est vraiment important. Les souhaits, les projets, ne pas renoncer à ce qu'on souhaite. Par exemple, partir quelques jours. Alors évidemment, on va voir le médecin, voir s'il est possible de partir en fonction des traitements. Mais en tout cas, l'assistante sociale est là pour vous accompagner dans ce type de projet, quitte à aller rechercher avec vous, par exemple, une infirmière libérale sur le lieu de vacances pour pouvoir bénéficier de soins. La recherche de solutions pratiques. Par exemple, des activités périscolaires pour un enfant ou se mettre en lien avec des bénévoles. Et la prise en compte des aidants, on en a parlé tout à l'heure, et notamment des jeunes aidants, puisqu'en fait, la situation d'aidant, ce n'est pas souvent consciente chez les aidants. Ils se retrouvent confrontés à un certain nombre d'angoisses et aussi d'actes. Et de ce fait, ils se retrouvent en situation d'être aidants. Mais l'épuisement peut être présent, mais ils ne s'en rendent pas toujours vraiment compte. Donc, il y a un certain nombre d'études qui ont été faites, et notamment au niveau de Jade, vous avez aussi des études de fait au niveau de l'éducation nationale. Vous vous rendez compte que beaucoup de jeunes se retrouvent en situation d'être aidants, mais qu'ils n'en avaient pas conscience jusqu'à présent. Donc, le fait de pouvoir les repérer, les identifier et pouvoir les accompagner, c'est un vrai progrès. L'accompagnement prend différentes formes. Donc, il y avait l'évaluation d'abord, mais il y a aussi évidemment tout ce qui est information à donner. Par exemple, vous me dites que vous êtes épuisé, peut-être faudrait-il envisager de mettre en place une aide ménagère. Dans le cadre de la CAF, si vous avez des enfants, il est possible de faire une demande de TISF ou d'aide ménagère et de pouvoir bénéficier d'un financement par ce dispositif, par la CAF. Donc, cela concerne tout le monde. Ça, c'est important de le dire aussi. C'est-à-dire que toutes les catégories socio-professionnelles sont concernées. L'assistante sociale n'intervient pas seulement que dans le cadre de la précarité. En situation de fragilité, il est essentiel de se sentir entouré par les professionnels afin de ne pas avoir cette impression d'isolement, de rupture, d'absence de soutien. L'assistante sociale a un rôle primordial de conseil et c'est la personne elle-même, évidemment, qui choisit et qui décide des actions à entreprendre. En plus de l'information, l'assistante sociale peut accompagner la personne si celle-ci ne peut entreprendre elle-même les actions. Dans ce cas, les dossiers sont remplis par le professionnel qui effectue aussi parfois des démarches à la place de la personne si elle n'est pas en capacité de le faire. Bien sûr, toujours avec son adhésion. On sait combien un dossier peut prendre beaucoup de temps, peut être chronophage, peut être source de perte d'énergie et que la recherche de tous les justificatifs semble parfois épuisante. C'est une montagne à franchir pour certaines personnes. Et si quelqu'un est là pour vous aider dans ces épreuves administratives, c'est un soulagement. En plus, cela encourage à ne pas baisser les bras. L'assistante sociale ne travaille pas seule. Elle fait partie de l'équipe pluridisciplinaire, plaçant la personne au centre de la prise en charge médico-psychosociale. Elle coordonne également ses actions avec les professionnels sociaux
du territoire, de l'hôpital bien entendu, en fonction de la situation. Par exemple, avec l'assistante sociale du personnel, s'il y a un problème avec l'employeur, avec des associations de malades, avec des associations caritatives, les réseaux de santé, les services et organismes publics, par exemple, relayer l'information sur les soins de support de la Ligue contre le cancer en fonction des comités départementaux, ou expliquer justement aux jeunes aidants l'existence de JAD et les inciter à aller voir sur les réseaux sociaux ce qui existe. Sur chaque territoire, les aides ne sont pas toujours identiques. Alors je parle des aides, c'est-à-dire des dispositifs existants, mais aussi des associations qui proposent notamment des soins de support. Il est donc important de se renseigner sur ce qui existe auprès de chez soi. L'assistance sociale peut vous accompagner dans ce sens. Elle connaît bien les partenaires du territoire. Et quand elle ne sait pas, elle réalise les recherches pour vous. Pour conclure, je voudrais vous convaincre de l'intérêt de faire le point sur votre situation à différentes étapes des soins pour ne pas rester seul face au risque de s'épuiser par l'administratif, par le social au sens large, par les difficultés rencontrées dans le temps et surtout ne pas rester sans réponse. Le projet thérapeutique s'inscrit dans le projet de vie et c'est bien ce projet de vie qui nous anime. L'accompagnement social permet d'évaluer les besoins et les souhaits, d'anticiper ou de mettre en place les aides adaptées à la situation singulière de la personne dans des délais les plus raccourcis possibles, parce qu'on sait bien qu'au niveau social, parfois les délais sont un peu longs. Il s'agit, je dis un peu, mais c'est souvent très long. Il s'agit de collaborer ensemble, patiente, assistante sociale et équipe médicale, afin de l'aider à maintenir ou préserver ou améliorer, sa qualité de vie ainsi que celle de son entourage. Donc, moi, je suis ravie de voir que finalement, le recours à l'assistante sociale a augmenté dans le cadre de l'étude, parce que je pense qu'il est nécessaire de pouvoir faire le point, d'avoir cet effet un peu miroir, c'est-à-dire, voilà, quelle est ma situation et comment moi je peux être aidée, accompagnée dans les difficultés de la vie quotidienne. Voilà. Je laisse la parole à Audrey. Oui, pour rebondir sur les messages qu'on peut adresser, il y a peut-être des messages à adresser aussi aux professionnels de la nécessité d'accompagner les patientes sur les aspects thérapeutiques, mais aussi sur les aspects psychologiques ou sociaux, de savoir aussi s'ajuster, légitimer les réactions psychologiques des patientes, mieux repérer leur détresse, leurs réactions pour aussi pouvoir mieux communiquer avec elles. Et puis, évaluer dès la phase initiale de la maladie, mais tout au long du parcours de soins aussi leur vécu. Développer également, je crois, l'importance de la continuité ville-hôpital. Et puis, ce qu'on entend aussi souvent, c'est le besoin de réactivité dans les moments où, en fonction des évolutions, il y a un vécu d'urgence de la part des patientes. Voilà. Alors, moi, j'avais envie de vous poser une question. On avait noté que, notamment pour les patientes qui vivent une rechute de leur maladie, souvent, finalement, elles ne sont pas toujours orientées justement vers vous pour faire un point avec un soutien psychologique et un soutien, justement, un bilan des besoins au niveau social. Et on avait vu ça vraiment comme une vraie problématique parce que sans ce soutien-là, déjà, ça peut être très dur à vivre, mais ça a été aussi beaucoup mis dans le chat et les questions. Le cancer du sein métastatique, c'est un retentissement majeur pour toutes celles qui travaillent. Et donc, il y a beaucoup de questions. Et quand on n'est pas accompagné, eh ben, ça peut engendrer beaucoup de difficultés. Donc, est-ce que c'est envisageable ou est-ce qu'on pourrait rêver, avec le soutien de tous ceux qui sont là ce soir, Odyssea, les grands partenaires comme Pfizer, etc., qu'on puisse dire à chaque fois qu'il y a une annonce d'un cancer métastatique, notamment une rechute, qui souvent donc, échappe un peu à ce parcours, est-ce qu'on pourrait avoir des parcours où on dirait qu'il nous faut un contact avec un soutien psychologique, un bilan de soutien et un bilan au niveau social? Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est des choses qui se mettent en place, qui se préparent? Alors, en tout cas, je suis assez d'accord avec toi, Laure, sur la nécessité d'aller dans ce sens-là. On le voit, on développe de plus en plus ces accompagnements-là, mais effectivement, hein, ce que je disais tout à l'heure aussi, ce besoin d'évaluer au moment de l'annonce, ça ne veut pas dire qu'il y aura un besoin à ce moment-là, mais en tout cas d'avoir cette réactivité-là.
Sur la question de l'emploi, et je laisserai la parole à Corinne là-dessus, tu le soulignais tout à l'heure, il y a aussi des dispositifs qui se mettent en place aujourd'hui pour accompagner le maintien en emploi ou le retour à l'emploi, qui sont portés par des associations, par des centres de soins de support. Je pense que c'est très important aussi qu'on puisse offrir davantage d'espaces de ce type qui sont particulièrement nécessaires et demandés. Voilà. Et donner de l'information sur toutes les démarches à mettre en place d'emblée. Alors, merci beaucoup. Justement, j'en profite pour vous dire que avec Odyssea, l'année dernière, on a fait une webconférence et vous pourrez trouver le replay sur tout ce qui est maintien de la vie professionnelle, parce qu'il y a énormément de questions et ce qui peut se comprendre en fonction de l'âge, des traitements et également de conditions sociales des gens. Donc, le maintien au travail est une question importante qui doit être adaptée à chaque personne. Et donc, le webinaire de l'année dernière peut vous apporter des pistes et nous l'avions fait notamment avec des intervenants de Juris Santé. Donc, c'est vraiment, ils sont très spécialisés là-dedans et je pense que vous trouverez de nombreuses réponses. En tout cas, merci beaucoup parce que vous nous avez montré qu'il fallait pas du tout culpabiliser, que vouloir être toujours une combattante, une guerrière, il y a des moments où on peut être fatigué, épuisé. Alors, en revanche, on ne va pas avoir beaucoup de temps pour vous poser des questions et j'aimerais, si c'est possible, parce qu'on a vu que l'image de soi était aussi très importante et notamment pour ce qui était relations sociales, etc. Et aussi pour les relations de couple. Donc, si vous le permettez, Madame Le Sieur et Madame Petitbon, nous allons faire intervenir maintenant Sébastien Landry, qui est justement sexo-oncologue et qui va pouvoir nous éclairer sur toute cette partie intimité, sexualité, etc. Donc, c'est bon. Donc, vous êtes, alors, Sébastien, vous êtes je prends mes notes, psychosexologue spécialisé en cancérologie. Vous intervenez en particulier dans la clinique Victor Hugo au Mans et ainsi qu'à la Ligue. Donc, la Ligue, on le rappelle, c'est une association où vous pouvez aussi trouver des groupes de parole. Donc, on parlait de soutien. Ça fait partie des associations où vous pouvez trouver des groupes de parole. Et pour l'association Ma Parenthèse à Nantes, que j'ai vu apparaître sur le fil, pour l'association Imagine. Et vous êtes aussi auteur d'une collection, et si on allait mieux, dont nous allons mettre pareil sur les 3 petits points app, un PDF justement pour pouvoir voir les nombreux titres que vous offrez sur le désir sexuel, la fatigue liée au cancer, etc. On vous laisse la parole et vous avez des slides qu'on va vous mettre tout de suite à l'écran. Merci beaucoup. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que c'est possible d'avoir des slides, s'il vous plaît? Pierre-Marie, les slides. Merci. Parfait. Alors, du coup, donc, on va faire un petit topo sur la sexualité. Donc, juste pour commencer, de façon globale, bon, il y a des troubles chez les hommes comme chez les femmes. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est les répercussions qu'on peut avoir en cas de cancer du sein et des traitements en fait sur la sexualité. On va voir qu'on a beaucoup d'impacts en fait des traitements. Donc, il y a des impacts qui peuvent être à la fois directement liés à des bouleversements hormonaux, liés à une apparence physique, qui ont un impact psychologique avec le corps qui va changer, et puis aussi directement sur la fonction sexuelle, notamment sur les possibles sécheresses vaginales qui sont relativement fréquentes en cas de chimiothérapie, d'hormonothérapie, par exemple, où là, ça va rendre des difficultés, des douleurs, par exemple, à la pénétration. Donc, ça peut compliquer certains types de rapports sexuels. Et puis, on va avoir des effets secondaires des traitements comme la fatigue qui vont impacter directement le désir sexuel, qui est un petit peu différent de la libido. C'est-à-dire que la libido, c'est plutôt une pulsion qui est liée aux hormones et le désir sexuel, c'est plus une dimension psychologique. Donc, on va essayer de voir un petit peu ces répercussions et voir les solutions vers lesquelles on peut s'orienter
pour, si possible, avoir accédé à une sexualité plus épanouissante. Donc, on va parler du corps, qui est quand même vraiment très important. Là, on vient déjà d'en parler. L'image du corps va être perturbée. Le corps change beaucoup et de façon plutôt négative, avec par exemple l'alopécie, cette perte des cheveux, la fonte musculaire, la couleur de la peau qui peut des fois être altérée. Et on peut avoir ce miroir qui nous renvoie une image plutôt négative de soi-même. Et c'est compliqué dans la sexualité, que l'on soit célibataire, par exemple, pour rencontrer quelqu'un, même en couple, d'entrer dans un jeu de séduction quand déjà on a du mal à se plaire à soi-même. Donc c'est quand même extrêmement important de pouvoir retrouver une image de soi qui nous plaît. Donc pour ça, il faut, bien, hélas, un petit peu travailler, c'est-à-dire qu'on peut ne serait-ce que consulter un psychologue ou un sexologue pour essayer d'accepter un petit peu les répercussions de la maladie et voir aussi quelles solutions on peut avoir. Mais on a tous les soins de support qui sont extrêmement importants. Là, j'ai pas tous mis, mais je pense à la socio-esthétique, à l'activité physique adaptée, à la nutrition aussi, qui va être important pour essayer de retrouver peut-être une image du corps qui nous correspond plus à ce qu'on avait avant ou à quelque chose qui nous représente mieux. C'est important, hein, cette capacité de séduction dans la sexualité, elle est extrêmement importante. Après, toujours, cette notion de corps, alors je mets les rapports sexuels sont physiques, certes, ce n'est pas un marathon, on le sait, mais quand même, c'est-à-dire que quand il y a des douleurs, quand on a une sensation de fatigue, de faiblesse, on se dit mais est-ce que je vais y arriver? C'est compliqué. Forcément, le corps étant altéré, on va avoir une diminution de la capacité physique et dans la sexualité, on peut ressentir des désagréments. C'est pour ça que c'est important. Et j'ai mis notamment le périnée, j'en parlerai tout à l'heure, qui va être vraiment avoir un rôle primordial dans la continence, et on va voir qu'on peut avoir des troubles de la continence, des incontinences urinaires. En cas de cancer, c'est fréquent. Donc, n'hésitez pas à consulter des professionnels comme les kinés, les professionnels de l'activité physique adaptée ou des consultations douleurs pour essayer de vous sentir mieux, parce que dans la sexualité, forcément, le corps va être en action, et quand il y a des douleurs, c'est vraiment un frein. Et tout ce qui touche aux angoisses, là, ça viendrait un petit peu de notre faute, si vous voulez, dans l'idée que on ne parle pas assez de sexualité pendant le parcours de soins, en fait. Il faudrait, dès l'annonce, et j'insiste, quand je dis ça, beaucoup de professionnels me disent, à l'annonce, ils ont autre chose à penser, les patients. Eh bien, oui, c'est sûr, je suis d'accord, mais c'est important de dire que les traitements, la maladie et les traitements que l'on va donner peuvent avoir un impact sur la sexualité, parce que ne pas savoir, ça crée de l'angoisse, et là où il y a de l'angoisse, il y a des problèmes sexuels. J'ai du mal à avoir des rapports sexuels quand je suis stressé, quand je suis fatigué, quand je suis angoissé, quand j'ai peur. Donc, pour éviter ça, mieux vaut amener de l'information et se dire « Ah oui, c'est vrai, ils m'ont prévenu, j'ai des répercussions, je peux avoir des répercussions sur ma sexualité, là c'est ça, c'est des effets secondaires. Peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas le moment de régler le problème, je verrai plus tard, mais au moins je sais d'où ça vient. » Donc c'est important, si possible, d'avoir de l'information. Et puis si vous sentez que vous êtes vraiment très angoissé, dirigez-vous vers les psychologues pour essayer de travailler, de diminuer cette angoisse, parce que dans la sexualité, c'est pas trop compatible en fait. Le désir sexuel va diminuer et vous aurez beaucoup moins envie d'aller vers la sexualité. La fatigue, alors cette diapo, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est la réalité. C'est qu'on a une fatigue qui est vraiment spécifique à la cancérologie. C'est une fatigue qui n'a rien à voir avec une fatigue ordinaire. Et puis, c'est une fatigue qui ne tend pas à se résoudre avec le repos, contrairement à une fatigue ordinaire. J'ai une grosse journée, je vais me coucher, le lendemain j'irai mieux. Là, c'est pas le cas. Le repos ne répond pas forcément à cette fatigue. Et du coup, la fatigue, c'est une enclume un petit peu sur la sexualité. Honnêtement, on a très rarement envie de sexe quand on est fatigué. Notre tête nous envoie des signaux de repos et pas des signaux de allez hop, super, un bon petit rapport sexuel, ça va nous requinquer, c'est parti. Non, pas du tout. Donc en fait, cette fatigue qui a beaucoup d'origines, il faut essayer de la régler parce que ça va être un frein à la sexualité.
Et puis, si on vient vraiment sur le côté un petit peu mécanique, j'ai envie de dire, moi, il n'y a quasiment pas une consultation quand j'ai une patiente qui ne me parle pas de sécheresse vaginale. C'est quelque chose quand même de très, très fréquent. Vous pouvez, comme je l'ai marqué, hein, ça peut provenir de beaucoup de traitements différents. Ces sécheresses, alors ces douleurs, par exemple, ces dyspareunies, hein, sont des douleurs à la pénétration, peuvent être dues à deux choses. Voilà. Des sécheresses vaginales, parce qu'on peut avoir un dérèglement hormonal. Le vagin se nourrit beaucoup d'œstrogènes, il aime bien les oestrogènes, et du coup, pour lubrifier, il en a besoin. Donc, vous voyez, un traitement d'hormonothérapie, par exemple, les sécheresses sont fréquentes. Donc, ça peut être des idées de douleur, en fait, à l'intérieur. C'est-à-dire, quand il y a des va-et-vient, ça peut être douloureux à force parce que ça chauffe, parce que le pénis n'est pas un organe qui est très lubrifié. Et puis, on peut avoir des douleurs d'intromission, c'est-à-dire à l'entrée du vagin, cette sensation un petit peu quand le pénis passe d'être déchiré. Hein, c'est juste pour vous donner l'image, c'est cette sensation, c'est difficile à l'écartement. Souvent, c'est des tensions au niveau du périnée qui est affaibli. Et comme il s'insère au niveau juste en bas, au niveau du vestibule vulvaire, hein, juste en bas du vagin, eh bien, les muscles étant contractés, ils sont pas trop tonique et du coup, quand le pénis veut passer, il ne se relâche pas pour laisser passer, ça peut faire mal. Donc là, il ne faut pas hésiter, comme dans les cas d'incontinence, à demander par exemple une rééducation du périnée avec une sage-femme ou un kinésithérapeute pour essayer de régler ça parce que sinon les douleurs, elles vont s'accentuer et après, il y a le côté psychologique qui va prendre le relais et vous aurez peur des rapports sexuels, en fait, peur de la pénétration. Même si on est bien d'accord, le sexe ne se limite pas à la pénétration. Hein, j'y reviendrai tout à l'heure, mais la pénétration fait partie quand même de beaucoup des rapports sexuels en fait. Et on est fixé un petit peu sur ça et c'est problématique parce qu'en fait il faudrait ouvrir. Hein. C'est-à-dire que la sexualité c'est beaucoup de choses. Hein. Des fois c'est que la pénétration qui est compliquée et qui fait peur. Si vraiment il y a ces sécheresses-là, il faut essayer d'y répondre en première intention et essayer les hydratants longue durée qu'on trouve en parapharmacie, en pharmacie, qui ne nécessitent pas de prescription médicale. C'est un petit peu une crème de jour pour vagin, c'est-à-dire on vient mettre tous les jours un petit peu de crème à l'intérieur de son vagin pour pallier à cette sécheresse. Hein. C'est comme la crème du visage. Hein. Si vous n'en mettez pas tous les jours ou régulièrement, si vous avez la peau sèche, ça ne va pas faire de miracle. Hein. C'est là pour pallier à cette sécheresse. Sinon, on a les ovules à acide hyaluronique qui peuvent être intéressants et qui permettent une hydratation un petit peu plus prolongée pendant plusieurs jours. S'il y a un cas d'échec, si ça ne suffit pas, parce que des fois, ça ne suffit pas, vous pouvez utiliser, par exemple, dans les cas de cancer hormonodépendant, on peut prescrire de la colpotrophine en ovule. Hein, c'est des hormones au niveau local et ça aide le vagin. Il n'y a pas de grosses contre-indications, hein, c'est-à-dire que même la littérature ne met pas en avant de risque de récidive induit par les ovules à la colpotrophine. Et puis, si vous n'avez pas de cancer hormonodépendant, vous pouvez toujours vous tourner vers tous les traitements substitutifs hormonaux. Avant, on avait un petit peu que ça. Maintenant, on voit de nouvelles techniques. Chez nous, en France, on a l'impression que c'est nouveau, mais ça existe depuis longtemps dans d'autres pays, comme les injections d'acide hyaluronique directement dans le vagin ou dans la vulve. J'avoue que moi, j'ai pas de patientes qui ont fait cette technique-là. On a sinon le laser, qui ça, par contre, c'est une technique qui est très intéressante, qui est de plus en plus utilisée pour essayer de détruire un petit peu les couches de cellules sèches du vagin pour aller chercher des couches de cellules plus hydratées et redonner une lubrification au vagin. Et on a aussi à droite sur le schéma la radiofréquence qui permet, un peu comme le laser, de réparer et de redonner une hydratation. Ce sont des techniques qui sont très efficaces, mais qui, hélas, pour le moment, ne sont pas prises en charge et qui sont relativement chères. Hein. On est aux alentours de 200 € la séance et il en faudra plusieurs. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, pour le moment, n'est pas accessible à tout le monde et c'est bien dommage. Mais on y travaille pour que ce soit le cas. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette incontinence et de l'importance de la musculature du périnée. Faut savoir qu'une femme sur 3, après 35 ans, présente des incontinences dites d'effort. C'est-à-dire que quand une femme, par exemple, va faire un effort physique important, tousser, rire, par exemple, quelques gouttes d'urine peuvent partir. Ça, c'est un signe que le périnée commence à se fragiliser. Et les traitements du cancer et le cancer des fois en lui-même peuvent affaiblir la musculature du périnée. Ça peut donner des incontinences coïtales, c'est-à-dire des pertes d'urine pendant les rapports sexuels. C'est vraiment très, très difficile pour une femme. Hein, et du coup, ça peut impacter sa confiance en elle, son désir sexuel et son plaisir. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir
essayer de régler. Pour le régler, le mieux, c'est la rééducation du périnée par sage-femme ou kinésithérapeute. Mais par contre, vous pouvez aussi vous orienter vers tout ce qui est exercices, par exemple, je pense aux exercices de Kegel, qui sont des exercices spécifiques de contraction volontaire du périnée. Et puis, vous dirigez vers l'activité physique adaptée, où vous allez avoir des professionnels qui sont sensibles à ça et qui connaissent bien l'anatomie et qui vont pouvoir vous donner des exercices à faire chez vous, hein, ou des activités comme le yoga, le pilate, par exemple, où on travaille beaucoup la musculature profonde. Donc ça, n'hésitez pas. Ça permettra à la fois de régler les problèmes d'incontinence et si vous vous rappelez de ce que j'ai dit tout à l'heure, s'il y a des douleurs à l'entrée du vagin quand il y a une pénétration, et ben là, on va d'abord venir relâcher le muscle avec des massages avant de lui redonner un tonus, c'est-à-dire de travailler le renforcement. Mais ça, les kinés et les sages-femmes ont l'habitude, donc il faut juste demander une prescription à son médecin pour pouvoir bénéficier de cette rééducation. Je vous ai parlé du désir sexuel, hein. Je vous ai dit, la libido, c'est hormonal. Là, on n'y peut rien, hein, avec les traitements. Ça peut faire chuter la libido. Mais par contre, le désir sexuel, c'est une composante psychique. C'est-à-dire que ça se travaille. Donc, il y a la thérapie, certes, mais je vous recommande les lectures érotiques. Pas la pornographie, forcément, parce que la pornographie ne va pas faire travailler la tête. C'est-à-dire, elle va forcer votre esprit à consommer ce qui est visionné. Par contre, les lectures, les mots que vous allez lire vont se transformer en images. Votre tête va travailler, vous allez créer un imaginaire érotique, des fantasmes. Et c'est le carburant, en fait, le fantasme. Le fantasme, c'est le carburant de la sexualité. Ça donnera envie d'aller vers la sexualité. Et si la masturbation fonctionnait bien avant, ou si vous avez envie d'essayer, si vous n'aviez pas l'habitude, bah allez-y, il n'y a pas de problème, hein. Au contraire, il ne faut pas culpabiliser même s'il y a une pratique masturbatoire, alors que pour le moment, il n'y a pas de rapport sexuel à deux. En même temps, il faut rebooster un petit peu la libido, le désir sexuel, et ça peut être quelque chose d'intéressant. Et puis surtout, comme je l'ai dit, c'est vraiment hyper important. C'est vrai que là, je vous ai beaucoup axé sur un côté un peu mécanique de la sexualité, mais c'est important d'avoir une vision de la sexualité. Et aujourd'hui, la vision de la sexualité n'est pas forcément très bonne parce qu'on est beaucoup orienté vers la performance. La pornographie qui est partout ne fait que renforcer cette idée-là, où on doit être performant. Puis dans notre société, maintenant, on a vraiment cette idée de performance. Pas dans la sexualité. Ce qui compte juste, c'est du plaisir, c'est du partage. S'il n'y a pas de rapport sexuel avec pénétration, c'est pas très, très grave en soi. Ce qui compte, c'est le plaisir. Vous avez d'autres moyens de donner du plaisir à vous-même et à votre partenaire. Donc, il faut juste un petit peu, des fois, s'autoriser ça. C'est-à-dire, changer sa sexualité qui de toute façon n'est pas la même quand on a 20, 30, 40, 60 ans. Elle évolue. La maladie, là, force une évolution, une adaptation, mais on peut conserver une vie sexuelle épanouissante, mais des fois, ça demande juste d'oublier un petit peu les anciennes pratiques et peut-être de se diriger vers quelque chose d'autre à base de beaucoup de caresses, peut-être de masturbation, de tendresse, et pour trouver en fait une sexualité qui vous corresponde à vous-même et à votre couple, bien entendu. Je vous remercie. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Monsieur Landry. Alors, vous avez répondu à énormément de questions qui étaient sur le chat, sur le laser, etc. Donc, si vous permettez, on va passer à une autre. Alors, vous avez dit que c'était pas un marathon ni de l'activité physique, donc on va quand même passer à l'activité physique adaptée avec la Camille Sport et Cancer, parce qu'on est un tout petit peu en retard. Et si on a des questions, et comme ça, on pourra pouler les deux si jamais il nous reste un petit peu de temps. Mais vous pouvez regarder, globalement, vous avez, par votre intervention, répondu à toutes les questions. Donc, merci infiniment. Alors, Olivier, vous avez une présentation. Oui. Est-ce qu'on m'entend bien, Oriane? Super. OK. Je vais peut-être… Marie, la présentation. Ouais. Je pense que je vais couper ma caméra, hein, le temps, voilà, aussi pour la bande passante. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais en effet vous parler d'activité physique adaptée ou vraiment plus spécifiquement de l'activité physique à but thérapeutique dans ce champ vaste du sport santé et de l'activité physique adaptée. J'ai une présentation assez courte, donc en effet, on pourra ensuite prendre le temps d'échange avec des questions-réponses. Je voulais juste en introduction
préciser, ça a été évoqué plus tôt dans la conférence de ce soir, tout ce qui vous est présenté à travers ma présentation et puis aussi évidemment les interventions des autres intervenants aujourd'hui, c'est qu'on est dans le domaine des soins de support en oncologie, on est vraiment dans un domaine de preuve extrêmement élevé, et donc tout ce qui vous est annoncé et énoncé ce soir, et notamment dans ma présentation, n'a plus à être prouvé. On est vraiment sur des études scientifiques qui sont venues enfoncer définitivement tout ce que je vais vous dire sur l'activité physique. Voilà, c'est peut-être une différence avec d'éventuelles d'autres pratiques ou programmes que je ne remets pas en cause moi, mais qui en tout cas ont peut-être besoin d'être un peu plus éprouvés scientifiquement. Pour ce qui est de l'activité physique à but thérapeutique, du coup, voilà pourquoi je vous disais ça, c'est qu'on sait maintenant, contrairement à il y a quelques années, on sait pourquoi dans le corps du malade ou de la malade touchée par un cancer, et ça c'est global, hein, c'est dans l'ensemble des tumeurs ou des localisations tumorales, on sait pourquoi l'activité et comment l'activité physique joue sur le métabolisme et sur la physiologie des patients et des patientes. Il y a trois grandes catégories de systèmes qui sont touchés, qui sont mis en action. On a un grand pan de l'activité physique qui joue sur les hormones, donc notamment les hormones sexuelles, et on en a beaucoup parlé ce soir déjà, avec voilà, les oestrogènes par exemple qui sont concernés. L'autre grand pan de l'activité, c'est que l'activité physique joue sur les phénomènes inflammatoires. Là, on cherche à réduire évidemment ces phénomènes inflammatoires, notamment au niveau en cherchant à baisser la leptine qui, elle, part si elle est trop présente et va influer sur la croissance des cellules tumorales. Et puis, on a aussi évidemment un effet de boost très important au niveau des défenses immunitaires. Donc, vous voyez, au niveau de certains macrophages ou des lymphocytes natural killer. Donc tout ça maintenant c'est prouvé, toutes les études qui vont vont dans ce sens-là depuis 20 ans, 10 ans, 5 ans, et vont venir préciser les choses. Toutes les grandes études vont venir préciser ensuite, en fonction du type de cancer, en effet, les taux de réponse ne sont pas forcément les mêmes en fonction de la population au sein même d'un type de cancer ou d'un type de tumeur. Les réponses ne sont pas forcément les mêmes. Mais la grande bonne nouvelle, c'est que toutes les études vont dans ce sens-là. Donc pour le domaine de l'oncologie, sur toutes les tumeurs solides, tous les chiffres sont positifs, tous les impacts sont vertueux. Mais évidemment, tout ce que je vais vous énoncer sur cette partie de droite dans la slide, c'est comme tout traitement, ça ne va pas tout le temps fonctionner de la même manière et à 100% chez tout le monde. Voilà. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que toutes les études vont montrer que, par exemple, l'activité physique, lorsqu'elle est bien faite, et après on va en parler de qu'est-ce que c'est que bien faire, comment s'emparer de ces chiffres, mais en tout cas, lorsque l'activité physique est encadrée, bien structurée, avec des véritables objectifs et qu'elle fait partie intégrante du parcours de soins, avec donc à l'initiative un médecin qui va prescrire de l'activité physique dans son approche thérapeutique, cette activité physique joue assez nettement dans la diminution des effets secondaires des traitements. On a beaucoup parlé de ça déjà ce soir. Donc évidemment, c'est la prise de masse grasse et à l'inverse, la perte de masse musculaire, cette fameuse sarcopénie. Là, il y a un effet évident, non pas immédiat, parce qu'on va en parler de la durée des programmes, mais il y a un effet extrêmement important et on sait qu'un patient ou une patiente mieux équipée, plus conditionnée, on le voit dessous aussi au niveau cardio-respiratoire par exemple, va mieux supporter les traitements. Les traitements vont être plus efficaces, la toxicité va être légèrement diminuée. S'il y a une chirurgie de prévue, il est toujours préférable de toute façon, même en dehors du domaine de la cancérologie, d'être beaucoup plus conditionné et avec une masse rouge, donc une masse musculaire plus importante, avant de rentrer au bloc. Donc de toute façon, même dans cette sphère-là, c'est extrêmement important. Ça a été dit tout à l'heure, toutes celles qui nous écoutent, c'est la fatigue chronique qui est le plus souvent énoncée comme effet indésirable, et ça c'est vrai dans tous les cancers. Cette fatigue qui est celle que ne connaissent pas ceux qui ne sont pas malades. Et là, je parlais d'études scientifiques, en tout cas, là, par exemple, la HAS, la Haute Autorité de Santé,
dont on entend régulièrement parler pendant les 2 grosses années de Covid. La HAS, en fait, c'est dès 2011 qu'elle a reconnu que seule l'activité physique pouvait aider à lutter contre la fatigue chronique. Il n'y a pas de molécule chimique fournie par un laboratoire qui va aider dans cette situation-là. C'est vraiment un travail du corps bien spécifique qui va pouvoir aider la patiente ou le patient. Et puis, il y a aussi différents types de douleurs, au niveau des arthralgies, par exemple. Il y a la perte de souplesse. Il y a beaucoup de choses au niveau des pertes d'équilibre, des pertes de repères spatio-temporels qui sont très souvent ou assez souvent provoquées par la tumeur ou par les traitements. Et là, tout ça, il y a domaine, comme je l'ai dit, c'est un domaine où la relation de cause à effet avec un système de preuve, un niveau de preuve le plus élevé possible, on n'a plus à prouver ça, mais c'est juste qu'encore une fois, en fonction même de la même patiente, sur plusieurs mois, il y a des effets des effets secondaires qui vont être diminués, d'autres non, et puis ensuite, peut-être à d'autres moments pour la même patiente, dans un parcours un peu plus loin, c'est à nouveau d'autres effets qui vont être d'autres effets secondaires qui vont être diminués. Donc, les choses évoluent dans le temps. On a parlé de l'amélioration de la qualité de vie, donc je vais aller assez rapidement. Il y a ce sentiment de bien-être, de plaisir. Il y a la qualité du sommeil, extrêmement importante évidemment, qui peut être améliorée. Il y a juste ce sentiment d'autonomie et de pouvoir se projeter et de se donner des objectifs au quotidien et à moyen terme. Il y a certains patients chez qui l'anxiété va pouvoir diminuer et puis du coup, le risque de dépression. Il y a la réappropriation du corps, on en a beaucoup parlé avec nos psychologues aujourd'hui notamment. Donc, c'est extrêmement important. Nous, on a l'habitude de dire que l'activité physique, pas uniquement l'activité physique, mais l'activité physique va aider finalement à faire que que le patient se réapproprie son corps et reprenne vraiment la maîtrise de son corps, puisqu'on est dans des parcours qui sont complexes et que le corps d'une malade et ce corps qui est vu par toute une galaxie d'acteurs, d'intervenants, de médecins, spécialistes et généralistes et de paramédicaux. Là, l'important avec l'activité physique, c'est que la patiente, on lui donne l'opportunité de refaire ou une avec son corps et de se dire le corps, il peut être douloureux, mais ce n'est pas que un corps douloureux. Le corps, il est médicalisé, il est étudié par des médecins, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas que ça, c'est aussi le corps qui permet de rire, de bouger, de rencontrer du monde. Et donc, il y a toute cette image corporelle et cette estime de soi qui sont potentiellement développées par l'activité physique. Et puis, quand on est un peu mieux dans tous ces domaines-là, tout simplement, on arrive à éventuellement sortir d'un isolement et à faciliter du lien social, c'est assez évident, que ce soit dans les séances collectives d'activité physique, si c'est des séances collectives, en fonction du programme, mais pas uniquement. On arrive aussi à beaucoup plus aller vers les autres lorsque le corps est plus fort. Et tout ça, c'était vraiment sur de l'individuel, dans l'instantané, dans le moment des traitements, dans le moment du parcours. Et puis, en fait, il faut aussi se dire, voilà, alors en fonction des cancers, là, on a beaucoup parlé en tout début, je suis moi-même pas médecin, je ne suis pas oncologue, mais dans l'idée, il y a aussi de se dire, c'est sur le moyen et sur le long terme, je peux éventuellement me protéger, que ce soit face à une récidive, que ce soit au développement d'un deuxième cancer. Les chiffres vont varier en fonction des types de cancers, en fonction des types de récidives, mais en tout cas, les chiffres sont toujours dans le bon sens. Et donc, on a tout intérêt à démarrer l'activité physique, soit à la maintenir lorsqu'on était dans l'activité physique avant le diagnostic, soit, pourquoi pas, démarrer à tout moment. On va en parler sur la slide suivante. Comme il y a un effet dose, l'idéal, c'est de démarrer le plus précocement possible. Mais encore une fois, ça a été dit, on n'est pas dans l'injonction, on n'est pas dans l'idée de culpabiliser qui que ce soit. L'idéal serait de démarrer le plus tôt, mais en tout cas, on peut démarrer à tout moment du parcours. Donc, une fois qu'on a dit ça, en effet, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'en empare et vers qui on se tourne? Dans l'idée, en fait, c'est pour ça que vraiment, surtout ce soir, avec ce webinaire, cette conférence sur le cancer du sein métastatique, on est vraiment dans le parcours de soins. Et donc là, nous, à la CAMI Sport et Cancer, en tout cas, on parle d'activité physique thérapeutique. Et ce n'est pas de la simple activité physique adaptée. On est vraiment là pour chercher un effet sur le métabolisme, sur la physiologie et la psyché du patient pour l'accompagner face à la tumeur et face à la toxicité des traitements. Et du coup, on est vraiment dans un traitement complémentaire de ce que, évidemment, vous connaissez toutes, que sont les traitements conventionnels et qui vont
assez rapidement évoluer, on le sait en ce moment, très favorablement, avec des protocoles qui s'améliorent d'année en année, et c'est évidemment une très bonne chose. Et comme Laure l'a dit, on va donc pouvoir vivre plus longtemps, et l'enjeu, c'est si on vit plus longtemps, quel que soit le cancer ou le moment dans le parcours de soins, c'est de pouvoir vivre le mieux possible ou avec le moins de difficultés possible lorsque les conditions le permettent. Et donc, il faut tout simplement respecter, si vous voyez sur la gauche, intensité, durée, fréquence. Quand vous dites ça à un médecin, en fait, c'est une posologie. L'important de comprendre, c'est que malgré les douleurs, malgré la fatigue, il va falloir, si on a démarré, il va falloir démarrer l'activité physique, il va falloir la prolonger. Et donc, c'est là aussi le mot de contre-intuition a été donné tout à l'heure par Laure, et que quand on va dire à quelqu'un, c'est de se mettre dans l'activité et dans le mouvement qui va pouvoir t'aider à lutter contre la fatigue, ça peut être contre-intuitif. Maintenant, on sait en revanche que c'est vrai. Mais il va falloir trouver, et c'est là, c'est nos amis psychologues qui ont beaucoup étudié là-dessus, il faut trouver les leviers, il faut savoir comment parler, il faut savoir comment motiver pour dire on démarre, mais on ne s'arrête pas quand on le veut, on s'arrête en fonction de la prescription, en fonction de ce que le médecin a dit et de ce que vont dire les spécialistes de l'activité physique thérapeutique. Et donc, il va falloir respecter, pour arriver dans tous les effets vertueux que je vous ai montrés précédemment, il faut arriver à, on va dire en moyenne, il ne faut pas non plus être là à calculer à la minute près, mais sur une semaine type, sur une quinzaine, sur un mois type, il faut pouvoir respecter des critères importants que sont l'intensité du programme, des séances, la durée à la fois de la séance et du programme, et puis la fréquence. La fréquence, pourquoi? Là, il y a des choses qui sont très évidentes. Quand on a parlé du système hormonal, on ne va pas rentrer dans le détail, mais les hormones vont être régénérées, recyclées toutes les 72 heures pour la plupart. Et donc, ça paraît évident que 2 à 3 fois par semaine, toutes les 72 heures à peu près, il faudrait idéalement placer une séance. Donc, on est sur la fréquence, c'est 2 à 3 fois par semaine. Après, il faut pouvoir l'organiser, il faut aller voir les bons spécialistes. La durée, c'est à la fois la durée des programmes et la durée de la séance. La durée du programme, maintenant, il y a une vraie convergence, que ce soit le modèle Camille ou des autres intervenants dans le champ qui sont aussi reconnus en France, on est sur minimum 3 mois. Il y a d'autres pathologies, d'autres affections de longue durée où on a un effet quasiment spontané, assez immédiat. Je pense au diabète, par exemple, où au bout de 3 semaines d'activité physique, un patient avec un diabète contrôlé va vraiment pouvoir travailler lui-même sur le contrôle de l'insuline. Dans la cancéro, il faut aller plus longtemps que ça et il faut vraiment aller sur minimum 2 à 3 fois par semaine pendant 3 mois. Et l'intensité, c'est là la difficulté parfois, c'est que les dernières méta-analyses ont prouvé qu'en fait, en cancérologie, il faut pouvoir travailler dans des intensités moyennes, voire assez élevées, qu'il faut pouvoir à la fois travailler le système cardio-respiratoire, en gros l'endurance, mais aussi, on l'a vu, la masse rouge et donc à minima limiter la perte musculaire et si possible regagner en fonction du moment du parcours de soins de la masse rouge. Et donc c'est là qu'on voit l'enjeu, on ne peut pas faire que courir pour aller vite, on ne peut pas faire que de la musculation ou quelque chose qui s'approcherait de la musculation. Si on veut être efficace, il faut soit qu'une séance de chacune de ces activités dans la semaine, soit que vous soyez sur un modèle d'activité qui réponde dans la séance d'1 heure à l'ensemble de ces paramètres-là. Nous, à la Camille, c'est une méthode bien spécifique qu'on appelle le médiété, c'est un nom qui a été déposé, où dans la séance même d'1 heure, vous allez travailler toutes les filières, à la fois l'endurance, mais aussi la lutte contre la sarcopénie, et puis vous allez travailler le reconditionnement cardio-respiratoire, et vous allez travailler aussi la souplesse, l'amplitude, qu'on sait évidemment extrêmement lésée suite notamment aux interventions chirurgicales. Donc voilà ce qui est important de dire, c'est que maintenant on sait que c'est vrai que l'activité physique est un réel complément de l'ensemble des traitements conventionnels et que en revanche, pour que ce soit le cas, il faut respecter des critères que sont l'intensité, la durée et la fréquence. Donc moi j'en ai arrêté là avec ma présentation. Je voulais juste ajouter, parce que je ne l'avais pas mis dans les slides, mais je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est important, et ça a été dit pour d'autres types de soins de support, par exemple, c'est que de toute façon, il faut en parler aux médecins. On est maintenant en 2022, je me souviens d'autres webinaires avec Oriane, avec Laure. On sait maintenant ça, et la plupart des médecins, et notamment les oncologues, sénologues,
ont complètement intégré cette dimension-là et je pense que c'est extrêmement rare qu'un oncologue médical dans le champ du cancer du sein ne parle pas d'activité physique. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ce que je vous ai présenté là, ce sont des chiffres ou des données globales sur l'ensemble de la cancérologie, donc beaucoup les cancers du sein, et que les dernières études vont, puisque c'est l'atelier de ce soir, sont allées dans le sens aussi sur le cancer du sein, donc métastatique. Et entre guillemets, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas forcément plus d'efficacité, qu'il n'y a pas non plus, il n'y a pas forcément, c'est une bonne nouvelle, moins d'efficacité, mais de manière aussi importante, c'est que contrairement à ce que là, même certains sénologues, il y a encore quelques années, se disaient, parce qu'on n'avait pas les textes, on n'avait pas les études scientifiques pour se dire, si on est dans la situation d'un cancer du sein métastatique, on va peut-être limiter l'activité physique, c'est peut-être pas en première intention qu'on va en parler. Il y a 2-3 études récentes qui disent qu'en tout cas, il n'y a pas plus de risque à placer une femme touchée par un cancer du sein métastatique dans l'activité physique. Donc, c'est soit on est dans le même taux de réponse et les mêmes indicateurs favorables que je vous ai présentés précédemment, soit éventuellement pas d'indicateurs favorables, mais dans le doute, il vaut mieux y aller. Donc, c'est aussi la très bonne nouvelle que je voulais vous donner ce soir, c'est que de toute façon, parlez-en à votre médecin s'il ne l'a pas fait. Lancez-vous, quel que soit le moment. On l'a vu, il y a un effet dose et le plus précocement possible. Mais si c'est plus tard, si vous avez déjà démarré le protocole, si c'est dans le cadre d'une récidive et que vous n'aviez pas pratiqué pendant le premier cancer, ce n'est pas grave. Allez-y, allez voir des spécialistes. Ils sont là pour vous évaluer. Tout acteur sérieux vous prendra d'abord dans un temps de bilan et d'évaluation avec des tests physiques simples pour voir où vous en êtes et pour construire avec vous de manière contrôlée et évaluée des objectifs pour ces fameux 3 mois dont je vous ai parlé. Donc, pas d'injonction, pas de culpabilisation, mais surtout, allez-y. Merci beaucoup, Olivier. Alors, je me suis rendu compte que j'avais sauté très vite entre Sébastien et toi. Et donc, on a la chance parce que tu es directeur des relations institutionnelles engagé auprès des autorités au quotidien pour que l'activité physique à but thérapeutique soit mieux et plus prescrite et intégrée au parcours de soins tout au long du parcours de vie. Et on a vu justement sur quel rationnel vous vous basiez pour cela et une prise en charge par l'assurance maladie. Donc, merci beaucoup. On avait une question sur l'onglet questions que je vais me permettre de te poser qui était entre activité, alors je reprends, où trouver l'activité physique thérapeutique et pas seulement à pas. Alors, c'est nous qui faisons bien cette distinction-là. Généralement, en effet, il y a des programmes qui sont fléchés à pas et qui peuvent être très, très qualitatifs. Il n'y a aucun souci. C'est que nous, on aime préciser, tout simplement, l'activité physique adaptée, c'est une formation au sein des STAPS. C'est un diplôme, licence ou master d'activité physique adaptée, mais qui est très générique. Et donc, nous, comme on se place dans le parcours de soins sur la phase aiguë et la phase de traitement, on estime qu'il est encore plus important, notamment pour rassurer les médecins qui vont prescrire, de parler d'activité physique thérapeutique et qu'on n'est pas là simplement pour adapter une méthode sportive à un public quel qu'il soit, mais qu'on est vraiment pour, en fonction du patient qu'on a en face de nous, construire des objectifs parce qu'on connaît grâce aux tests physiques ce qu'on va pouvoir lui faire et pourquoi lui faire faire. Donc, on peut les trouver. On a quelqu'un qui est à l'ICO, la Camille est à l'ICO à Nantes. Beaucoup d'intervenants dans ce champ-là sont dans les hôpitaux. Nous, on est dans les établissements. La Camille, on est dans bientôt 40 établissements de santé. Tout est pris en charge grâce à des partenariats, puisque l'assurance maladie n'est toujours pas là dans ce domaine. Mais en tout cas, on est extrêmement intégré dans la vie des services, quel que soit le type de cancer. Ensuite, il y a beaucoup d'établissements qui commencent à avoir leurs propres ressources humaines dédiées donc à l'APA et à l'activité physique thérapeutique. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, même si le champ est encore on va dire, un petit peu florissant et un petit peu dans tous les azimuts, c'est qu'il y a aussi une sorte de label qui a été créé. Donc, n'hésitez pas à contacter vos maisons de sport santé sur votre territoire. La Camille, dans 7 départements, on est maison de sport santé. Et les maisons de sport santé sont au moins là pour vous renseigner, vous sensibiliser, vous expliquer tout ce que je vous ai dit là et la plupart faire des tests d'évaluation, des tests de capacité physique et ensuite, armé de ces tests-là et de la prescription du médecin, vous allez pouvoir voir sur le terrain un acteur
plus du côté du sport ou plus du côté de la santé comme l'a Camille, mais sur un programme bien protocolisé. Donc, n'hésitez pas à en parler aux médecins, n'hésitez pas à appeler les maisons sport santé. Les maisons sport santé, vous trouvez la cartographie nationale, puisqu'il y a bientôt 500 en France maintenant au niveau du ministère des Sports ou du ministère de la Santé ou de l'ARS de votre région. Et c'est auprès de ces acteurs-là que vous allez pouvoir passer d'abord des tests de capacité physique, un bilan verbalisé. Ils vont vous connaître et ils vont vous proposer une solution qui ira dans le sens d'objectifs bien précis. Alors, APA, la question, c'est activité physique adaptée. Voilà, et qui est un champ générique de formation où dans l'APA, vous avez aider contre le vieillissement et la perte d'autonomie des personnes du 3e âge, comme vous avez suivre des diabétiques, comme vous avez plein de choses et qui ne sont pas forcément sur des parcours très spécifiques, très complexes, hein, comme par exemple le cancer du sein métastatique. Et donc, nous, c'est là qu'on parle d'activité physique thérapeutique. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Anne, est-ce que tu avais une question à poser? Non, je crois que l'ensemble des questions ont été largement étudiées et répondues par l'ensemble des intervenants. Je crois qu'on a fait le tour. Alors moi, je suis ravie qu'on ait terminé par l'activité physique adaptée, puisque chez Odyssea, c'est un message qu'on porte haut et fort depuis 20 ans, comme quoi c'est quelque chose de très important. Avant, bien sûr, pour prévenir tout risque de maladie chronique, mais aussi pendant ces traitements et après pour réduire le risque de récidive. Il y a eu beaucoup d'intervenantes qui nous ont dit que c'était pas facile, hein, que la fatigue empêchait souvent de se projeter sur des séances d'activité physique même adaptée et surtout plusieurs séances. Donc ça, c'est les commentaires qu'on a eus. Mais c'est vrai qu'il faut s'accrocher, on en ressent tout de suite les bienfaits. C'est pas Olivier qui nous dira le contraire, on en ressent les bienfaits immédiatement et on recrée du lien social et on se coupe de l'isolement qui peut être la première attitude quand on est extrêmement fatigué. Donc il faut s'accrocher. Donc je crois qu'on a répondu à beaucoup des questions. Donc il est temps peut-être de nous dire au revoir, Oriane, et de remercier l'ensemble des intervenants qui nous ont vraiment fait le plaisir d'être là et de répondre à l'ensemble des questions. On voudrait rester toujours plus longtemps avec vous, mais voilà, il est temps de se dire au revoir et on remercie aussi notre partenaire pour son soutien institutionnel, le laboratoire Pfizer, qui nous a aidé à monter ce webinaire fort intéressant. Donc, Oriane, je te laisse le mot de la fin et on vous remercie tous pour votre assiduité et votre fidélité à nos webinaires. Alors, moi, je vais être très rapide parce qu'il est déjà tard. Je voulais vous remercier pour vos nombreuses questions. Je voulais remercier les intervenants, effectivement, pour la richesse de leur présentation. On a toujours et on aura toujours beaucoup de questions et encore plus de questions. Donc, ça nous laisse des perspectives de conférences à faire. Ce que je retiens de tous les messages, les gens ont beaucoup remercié, étaient contents d'être ensemble. C'est en fait finir sur ce que dit toujours Odyssea, c'est qu'ensemble, on est encore plus fort et que ces webconférences, au-delà de nous apprendre des choses et d'apporter, fait que on est tous ensemble à pouvoir échanger et c'est ça aussi qui en fait la richesse. Donc, merci infiniment et je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.